retrouver sur Info Télévision dans le cadre de cette émission Le Grand Soir. Nous avons donc 1h52 ensemble pour cogiter autour des sujets qui font l'actualité au Cameroun. Bien sûr, l'actualité, c'est la question des cartes nationales d'identité qui, pour le ministre des Finances, s'élèvera à 10 000 francs CFA. Un chiffre qui interpelle lorsque l'on sait les contours qu'il faudra suivre, bien entendu, pour l'obtention de ce précieux sésame. Est-ce que finalement les 10 000 annoncés par le ministre Luc-Paul Motazé sont praticable dans ce contexte? On va justement en parler ce soir. On parlera également encore de cette question d'agression dans les taxis et bien entendu on essaiera de questionner les possibilités d'endiguer le fléau qui gagne du terrain avec désormais les femmes en pôle position. Il est également question de parler ce soir de recensement. Le 11 juillet, journée mondiale consacrée à la population. Nous on a envie de questionner notre recensement au Cameroun. Où en est-on exactement? Nous sommes combien au Cameroun? Comment faut-il gérer, bien entendu, la population camerounaise? Tout ce qui tourne autour de cette population nous intéresse ce soir. Et bien entendu, on en fera l'ouverture de ce programme. Je vous invite à vous installer confortablement devant le petit écran, juste le temps d'un détour. On dit bonsoir au panel. Le même, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez bien sûr l'opportunité de réagir tout au long de cette émission. N'hésitez surtout pas, on fait bon usage. Dois-je encore vous le réitérer, notre plateforme Facebook Info TV Cameroun est également disponible. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir à Richard Tebolbaye qui sera encore avec nous ce soir. Il est homme politique, la casquette à laquelle il va répondre tout au long de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci Madame Rosalie pour votre invitation. Je suis très heureux de faire partie de votre panel ce soir. Je salue vos très nombreux followers qui nous suivent de par le monde et j'espère que moi particulièrement je serai à la hauteur de leurs attentes. Mais je dois commencer par dire que aujourd'hui dans l'un des forums de mon mouvement politique, un des camarades a envoyé la vidéo, une vidéo prise au Ghana où on voyait des jeunes qui manifestaient et qui ont rejeté des sacs de riz offerts par des politiciens. Et ils ont scanté en disant « Nous voulons de l'emploi et non de la nourriture ». Donc je crois qu'aujourd'hui, cette position-là nous interpelle. Ça vous inspire particulièrement, n'est-ce pas, au Cameroun, la jeunesse, parce qu'il faudrait vraiment qu'on prenne conscience et qu'on apprenne à discerner par nous-mêmes nos véritables besoins. Ce que nous voulons, ce n'est pas la nourriture, les sacs de riz, une bouteille d'huile, d'ici, de cela. Nous voulons des emplois. Donc il faut que ce soit clair et il faut que nous développions cette prise de conscience-là et que nous le démontrions et que nous le travaillions. Personne ne nous comprendra si nous ne parlons pas. Personne ne se battra à notre place. Vous verrez que toutes les autres, si vous voulez, couches sociales, je ne fais pas de division, mais il faut quand même reconnaître que le problème particulier de la jeunesse, c'est effectivement cet épineux problème d'accès à l'emploi. Si vous voulez, peut-être avec une précision d'emploi décent. Emploi décent. Parce que l'emploi, on en a, mais l'emploi disons par exemple, parce qu'il y a beaucoup de la question. Mais est-ce que vous voyez que un jeune, peut-être qui a, si vous voulez, 33, 34, 35 ans, peut se permettre de se marier quand il travaille comme vigile dans un ménage ou dans un site? C'est vraiment pas ça l'emploi. Donc nous voulons vraiment, je porte la voix de la et j'espère qu'il y a un grand nombre qui se reconnaissent dans ce que je dis, c'est-à-dire que aujourd'hui nous voulons clairement dire que nous voulons de l'emploi et non de ces petits saupoudrages, ces petites manipulations, cette phraséologie dans laquelle on a embarqué nos besoins, nos problèmes. Donc nous voulons de l'emploi et non de la manipulation. Nous voulons de l'emploi et non une augmentation de prix, par exemple, des frais, n'est-ce pas, de la CNI. On va sûrement en parler la jeunesse veut de l'emploi, il veut du travail. Merci d'être là, Richard Tebolbaye. On va également accueillir sur ce plateau Germain Ekat Diboubi, entrepreneur également militant du PCRN. C'est un plaisir de vous accueillir encore ce soir. Bienvenue. Bonsoir, Madame Guesseli. Vous voyez que je vous appelle pas comme on s'appelle amicalement parce que... L'heure est grave. Le ton, il faut l'avoir. Nous sommes à la veille
des échéances politiques, des événements capitaux, très capitaux de notre pays. Et il faut que les uns et les autres prennent position et assument leur statut. C'est pour ça que lorsqu'on m'avait envoyé les thèmes de l'émission et que j'ai vu mes co-panélistes, si je ne vous connaissais pas personnellement, je ne serais pas venu. Je vous aurais appelé pour décliner parce que ces visages que des gens prennent lorsqu'ils sont à la télévision, on dit homme politique. Si on est homme politique, on est homme politique d'un parti, on est politologue. Parce qu'on a fait une formation, on se déclare comme politologue. Homme politique, on est d'un parti politique, on est d'une association civile, on déclare l'association et on dit... Je peux dire un mot sur ça? Non, je sais que je finisse. Voilà. Non, parce que je sais qu'il aille jusqu'au bout, moi je sais. Je préfère qu'il aille jusqu'au bout. On déclare qu'on est, vous voyez comment on m'avait présenté, on déclare son statut. Aujourd'hui, nous savons que la société civile n'est plus une société civile telle qu'on l'a dit, tout est partisan. Elle n'a jamais été d'ailleurs. Voilà, donc tout est partisan. Quand j'ai vu société civile, j'ai vu homme politique. Bon, je me suis que M. Tombaba, il a suivi une ou deux fois dans les émissions du soir, mais j'ai dit, c'était bien que on déclare les statuts des gens parce qu'aujourd'hui, il faut que les uns et les autres prennent position et qu'on sache. Absolument, je vais le faire un peu plaisir en 2 secondes, si vous permettez. Je vous l'accorde maintenant. Oui, si vous me permettez, monsieur, si vous permettez, parce que si on passe comme ça, on va laisser une... On va avoir l'impression que vous êtes de ceux qui nous suivent. En fait, j'ai effectivement un parti politique qui j'ai pris le soin de déclarer auprès de l'administration. Ces partis s'appellent le Rassemblement National de la Génération Espoir, en abrégé RNGE, ou alors The Hope Generation National Movement. Je le fais, sauf que jusque-là, je suis en train de me battre pour obtenir le précieux sésame qu'on appelle l'autorisation du ministre de l'administration territoriale. À date, je suis, n'est-ce pas, je porte plainte, je vais aller dénoncer, n'est-ce pas, ce blocus au niveau du tribunal administratif et j'espère avoir gain de cause. Donc, c'est dans cette logique-là. Mais un parti, ça se travaille, ça fonctionne, ça. Voilà, c'est dans cette logique-là que je m'inscris. Et donc, j'espère que... je crois que c'est suffisamment clair. D'accord que vous avez... Donc, j'ai déclaré le parti politique, je ne fais pas dans de la... Vous l'avez compris. On s'est bien entendu. Je continue en disant que je vous dis bonsoir, je remercie le panel également. Je ne sais pas quelle société civile, je ne sais pas si... Vous le saurez quand je l'aurai présenté. Ok. Donc, je vous dis bonsoir et dis bonsoir à vos milliers ou millions de téléspectateurs. Surtout que j'ai été ému aujourd'hui lorsqu'un ami d'enfant m'a appelé d'Islande pour me dire qu'il vous suit parce qu'il a vu, j'ai publié que je passais à Info TV et il m'a dit c'est une télévision que je suis. Elle est quand même assez sérieuse. Pour ça, il faut féliciter M. Dieudonné Vin pour le travail qu'il a bas. Ouais. Quand je l'ai dit, j'ai dit également un bonsoir particulier à mes millions de camarades du PCRN pour leur dire que nous devons rester sereins, nous sommes dans la bonne démarche et que la République, elle est pour tout le monde. D'accord. Il ne faut pas intimider les uns les autres. Voilà. Donc, raison de plus pour rester serein. Je ne te connais pas inquiété des titres de tes copanélistes. Ne me fais pas croire que l'approche des élections... Ce n'est pas que je suis inquiet. Non, je te comprends. Pas que des gens se masquent. Non, dans ce cas, tu les démasques pendant le débat. Tu ne t'inquiètes pas à l'entame de l'émission. Sinon, après... Que chacun se présente comme il a fait. J'ai choisi de faire en politique parce que je suis au courant de sa bataille et pour lui permettre de continuer à fonctionner, je ne peux pas mettre le nom de son parti politique parce qu'il a un souci avec le ministre de l'administration territoriale. Voilà, donc c'est pourquoi je préfère écrire homme politique, voilà, puisqu'il reste un homme politique. Je ne vais pas mettre politologue, c'est pas comme s'il est allé à l'école. Donc je reste clair dans ce que je fais et sur le coup, je vous demande de me faire toujours confiance. Même si je mets chat mort, tu t'habilles, tu viens t'asseoir, tu discutes avec le chat mort. Parce que je sais pourquoi j'écris chat mort. Alors, l'honorable Patrick Ambara est avec nous ce soir. Comme on aime à le dire sur nos antennes, c'est un fils de la maison. C'est vrai qu'il y en a qui vont dire, ah, ça fait longtemps, il vit Patrick. Ben oui, il est là. Il est toujours journaliste à Info Télévision. C'est un plaisir de l'avoir ce soir. Bienvenue, Laurent. Merci Rosalie, merci de l'invitation que vous m'avez adressée justement dans le cadre de ce programme, Le Grand Soir d'ailleurs, qui est une émission très regardée, très courue. Permettez-moi de dire bonsoir à quelques personnes comme j'ai l'habitude de le faire. Je vais commencer par un leader politique
le professeur Maurice Kamto qui a décidé lui-même ne pas vouloir aller aux élections présidentielles, donc il nous excuse un peu. On veut respirer parce que s'il allait aux élections législatives, il allait au municipal, il n'allait pas déranger les gens avec tous ses discours. Lorsque je l'ai dit, permettez-moi également de saluer un travail vraiment qui est abattu de la plus belle des manières par une personne. Le maire de la ville. Je vous assure, Rosalie, lorsque vous traversez Flan-Lac, vous avez de la peine à respirer parce que la route est complètement bloquée d'immondices. Vous allez du côté du Cradat, c'est la même chose. Vous allez à Efoulan École, c'est la même chose. Que dit même de soi-disant, entre guillemets, centre-ville, qui est la poste centrale, c'est la même chose. Moi, j'aime lorsqu'on travaille bien, je félicite. Alors, monsieur le maire de la ville, vous avez promis justement, et je me souviens ce jour, lorsque vous avez fait le lancement de Yaoundé Ville Propre, c'était à Yaoundé 3e, ici même à Efoulan, en Contrebord-Lac, vous étiez habillé justement d'un costume très joli, d'une paire, pour ne pas dire pointinine comme au quartier, vous avez juste ajouté votre chasuble, et j'ai compris ce jour-là que bienvenue la meilleure opération de salubrité. Ça donnait déjà l'annonce du très beau travail qui sera en train d'être fait. Nous sommes étouffés par les odeurs nauséabondes. Fort heureusement, vous avez des V8 climatisés, vos résidences sont climatisées, mais sachez que lorsque nous serons fatigués avec ce travail que vous abattez, nous allons porter ces ordures dans les brouettes pour les déverser à la mairie de la ville. Bon, ou peut-être à côté, hein, puisque... Non, à la mairie, c'est mieux à la mairie. Le maire, c'est notre voisin. Il ne réside pas là derrière. C'est seulement la maison. C'est son père qui est là derrière, lui-même vit à Bastos. Il ne vit plus là. Ah, dans la maison officielle. Oui, il ne vit plus là. Qu'est-ce que nous avons même fait pour mériter? Bon, peut-être c'est pourquoi il ne se rend pas compte que nous avons des immondices partout. Alors, lui-même là, devant la place de l'indépendance, ressemble à quoi? Bon. C'est une poubelle. À l'intérieur, allez voir les jets d'eau de la mairie de ville qui existait à l'époque de Timibuna. C'était beau à voir. Aujourd'hui, c'est la moisissure. C'est la saleté à l'arrière de son bâtiment où il allait créer, il a accepté qu'on aille accrocher des parapluies pour vendre le pain haricot à l'intérieur de la mairie de ville. Je dis bien derrière. Ces jets d'eau sont devenus des dépotoirs d'ordures. Il faut apprendre à remercier quand on fait bien. Mais si Atarnatu est venu pour nous étouffer, nous on te félicite pour ce très bon travail. C'est aussi ça. Il faut féliciter quand on fait bien. Merci d'être là. Il sera peut-être encore nommé ou bien on va proroger aussi. Parce que nous sommes dans l'aube des prorogations. Peut-être lui aussi va bénéficier de la prorogation. Je ne sais pas. À la tête, c'est une évidence. Puisque les maires, on a prorogé, qui va l'enlever? Il reste le maire de la ville. Qui continue, qui ne quitte même pas. 12 mois de plus. Donc, on va devoir encaisser encore son travail pendant un an. Bon. C'est Yaoundé. Le quatrième et non des moindres, le révérend pasteur Samuel Mvondon est avec nous également ce soir. Et comme je le dis d'habitude, il sera la voix des sans-voix. Il sera donc la voix de la société civile sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue, révérend. Merci, Rosalie. J'ai mal au cœur. Le cœur me fait tellement mal. Mal au cœur, pasteur? Mais je tiens à féliciter déjà parce que la semaine passée, j'ai parlé sur les ordures qui étaient posées au niveau... Non, loin de votre église. Le matin, on a tout ramassé. Oui. Ah, on vous a entendu. Oui, peut-être on va aussi entendre Laurent Patrick Kambara ce soir. Maintenant, j'ai rencontré un monsieur chez le 3e degré, au nom de Noisibi, à Messassi. Il a donné on peut dire sa maison au commissariat de Messassi depuis 2003. Parce qu'il a vu que il y avait l'insécurité à Messassi. Il a dit, comment contribuer à l'élévation du gouvernement. Il a pris sa maison, donné en tout temps commissariat. Et le commissariat le premier peut-être... c'est logique, un peu d'argent. Ce monsieur, aujourd'hui, je l'ai rencontré, il est paralysé. Ça fait depuis presque 5 ans, 10 ans qu'il ne marche pas. Il dit... Il a déjà fait tout pour rencontrer Martin Bargangele pour au moins qu'elle donne quelque chose pour manger. Le commissariat à côté de sa maison, il n'a pas de quoi manger. Il n'a pas de médicaments. Personne ne vient à sa rencontre. Il m'a posé la question, comment faire? J'ai donné ma maison à tout un commissariat. Et Rosalie, ça me fait mal parce que dans ce commissariat-là, il n'y a même pas de parking. Quand tu entres à l'intérieur, tu ne sais même pas qui est commissaire, qui est officier de police. C'est comme si une maison de broussailles. Tout le monde est mélangé à l'intérieur. Et quand je l'ai vu, il s'est mis à pleurer. Il a dit, j'ai voulu aider le gouvernement. Mais me voici pour rencontrer Martin Bangla, me bloque les portes.
Alors que j'ai donné toute ma maison pour qu'il puisse... C'est quel commissariat? 17e de Messassi. 17e. Commissariat le 17e. Le chef s'appelle Moua Zibi. Il est en ce moment cloué dans sa maison. Il ne marche pas. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que le père nous écoute souvent. Si votre plainte, en fait, votre dénonciation est vérifiée, on va essayer de le faire après cette émission. C'est clair que on essaiera de voir clair. Hein, pourquoi il n'a pas d'argent? Pourquoi est-ce qu'il a vendu? Est-ce qu'il n'a pas vendu? Non, il y a des précisions qu'il faudrait vérifier parce qu'on le sait aussi. Moi, je ne veux pas lui accorder le paradis sans confession parce qu'on le sait aussi. Il y a des gens qui prennent des engagements de vendre et après quand ils ont fini de manger, moi je connais un cas pareil à Douala. Non, c'est pas pour dire qu'il est dans ce cas. Hein. Je préfère que ce soit parce clair. Que ici, voilà. La route qui va, comment vous appelez, à Mvogbeti, le commissariat, le monsieur a demandé au commissariat de mieux dégager sa maison. Voilà. Ça fait, il est à plus de 6 ans. On ne paye pas. On est dans sa maison, on ne paye pas. Le commissariat a dû partir, aller se greffer quelque part vers le zoo en haut là. Alors qu'ils avaient un bâtiment vraiment spacieux. Déjà, même moi, j'ai ce problème. Pourquoi? Qui a dit, je sais que partout, il y a des budgets de fonctionnement. Mais qui a dit à nos commissaires qu'on n'entretient pas les bâtiments, les commissariats? Allez même ici, Flan. C'est peut-être un autre débat. Vous arrivez au commissariat des la volée peut tomber sur vous. C'est justement pourquoi je dis que l'entretien de nos bâtiments administratifs mérite un arrêt particulier de ce programme. Je voulais juste vous dire qu'on va peut-être aller faire le constat sur le terrain. Vous avez la chance d'avoir Laurent qui adore ce genre de sujet à Info TV sur le plateau. Donc pourquoi pas pour vérifier de l'effectivité de tout ce que vous dites. Et je sais que le père de la police n'a pas l'habitude de se perdre. Non, je veux dire justement que ça ne ratera pas de tomber dans ses oreilles au cas où ça s'avère vrai. Donc on va souhaiter beaucoup de courage à ce chef et on espère qu'il va retrouver le sourire. Il n'a pas d'enfant? Il n'a qu'un seul fils. Il est où? Le fils est là. Et tu vois, Rosalie, où ce monsieur dort, quand je l'ai vu, je pouvais mourir. Non, son fils est où? Bon, il est là. Il n'a pas de force même pour s'en occuper de lui. Il n'a pas de force, lui aussi il est paralysé? Non, pas de force. Donc, quand pas de force, financièrement, il n'est pas assis. Lui comptait qu'il doit commencer le gouvernement. Il attendait aussi derrière son père. Derrière son père. Pour vivre. Oui, le monsieur doit même le sol, il n'a rien. Il vient de son père. Donc, il attendait d'être héritier de son père, quoi. Ouais. Bon, c'est un autre sujet. Je préfère fermer la page parce que je me connais avec les jeunes qui ne veulent pas faire d'efforts. Je risque de devenir très très sévère sur ce plateau. Allez, merci d'être encore là, révérend Samuel Mvondo, dernier salué, premier à intervenir. On parle justement de recensement de la population. Le 11 juillet est bien sûr journée consacrée à la population dans le monde. Nous, on a choisi de prendre l'angle du recensement de cette population. Où en est-on aujourd'hui? On le sait, on s'achemine vers des échéances électorales très courues au Cameroun à partir de 2025. Et bien entendu, tout le monde veut savoir le nombre de Camerounais dans le triangle national. Où est-ce qu'on en est finalement avec cette question de recensement? On n'est nulle part. D'accord. Puisque déjà même les chefs de quartier ne connaissent même pas le nombre d'habitants qui se trouvent dans leur bloc. Mais Rosalie, en venant, je venais répondre à cette question. Mais quand je suis arrivé, j'ai compris que tout s'est passé dans ma tête. Parce que tellement il y avait le monde qui passait devant moi. Le pays est l'un des pays, le Cameroun est l'un des pays où on ne connaît même pas le nombre d'habitants réels de ce pays. On a les hôpitaux, les districts et tout ça, les dispensaires. Même le nombre d'enfants, même quand on accouche dans les dispensaires, on ne connaît pas. Pour l'instant, si je commence à dire que on va évaluer le nombre d'habitants qui se trouvent dans notre pays, le Cameroun, je veux mentir. Je ne serai même pas à mesure de faire 1 + 1 = 2. Nous sommes dans un pays où Madame la douane avait parlé des scandales. Scandale sur scandale. Tellement, au lieu d'aller recenser les habitants et de connaître combien d'habitants se trouvent dans notre pays, mais nous sommes là pour autre chose. Le ministre, même, ou bien le gouvernement, le ministre qui est chargé de faire ce travail, il est là pour autre chose. Il est perdu. Un pays où, ici, on pose la question à Mme Rosalie, que nous sommes nombre de combien? Elle va dire nous sommes nombre de 4, n'est-ce pas? Oui. Dans la pièce, c'est 6, mais
Autour de moi, ça va être compliqué, puisqu'autour de moi, vous êtes 5, Voilà. avec mon caméraman Avec le de l'autre caméraman. côté, mais autour de la table du débat, vous êtes 4. Nous sommes Plus 4. moi, Voilà, ça fait 5. Voilà. C'est une question que personne ne peut répondre. Le gouvernement est déjà perdu de ce côté-là. Le gouvernement ne connaît même plus rien, ne connaissent plus de quoi faire à ce sujet. D'accord. Laurent Patrick Mbara, le révérend pasteur trouve que c'est une question qui ne mérite qu'une seule réponse, mais on se dit quand même qu'à partir, il parlait tout à l'heure des officines, des centres de santé, des mairies et tout, on est quand même capable de savoir combien de Camerounais naissent chaque semaine et pouvoir évaluer le nombre de Camerounais. Qu'est-ce qui empêche qu'on puisse faire ce travail? On ne peut pas de prime abord dire qu'on ne peut pas, puisque logiquement, c'est possible de faire un recensement. On le fait dans tous les pays du monde. Pourquoi au Cameroun, on ne fait pas? Vous allez échouer parce qu'on ne peut pas. Si vous êtes à Molundu, si vous êtes à Salapumbe, si vous êtes à Kika Ngoïla, si vous êtes à Garigombo, vous n'avez ni électricité, ni eau, ni internet, même le registre même du ministère de la Santé n'arrive pas. Les femmes là-bas accouchent en brousse parce qu'il n'y a pas l'hôpital. Vous allez recenser qui à l'hôpital? Personne, parce qu'il n'y a pas d'hôpital. Il faut rappeler aux gens que en 1976, on a eu un recensement. En 87, on a eu un autre. On a eu le dernier en 2005 parce que le 4e était projeté en 2015, qui n'a jamais existé. Aujourd'hui, même moi, c'est pour ça que j'ai souvent un problème avec les leaders politiques. Quand vous entendez sur 30 millions de Camerounais, ça se base sur quoi? Sur 30 millions de Camerounais, on a 3 électeurs ou on a 1 million de votants. Vous avez 30 millions, vous avez fait le recensement là. Par quelle alchimie? Le véritable problème du recensement au Cameroun, c'est l'organe en charge de ce recensement. D'abord, vous savez, moi je fais partie de ceux qui pensent que quand quelque chose nous sert vraiment à rien, mieux ne nous comptez plus. C'est devenu la vache à lait de certains individus. Nous on l'a vu en 2005, ceux qui étaient chargés de ce recensement, on a vu ce qui s'est passé. Quelqu'un a pris tout son village, et celui qui ne sait même pas compter, a un salaire dedans, on dit aller sur le terrain. Il ne sait même pas que tel quartier a tel nombre d'habitants. Même le chef du quartier même ne connaît pas. Nous on a vécu au village, on ne pouvait pas arriver au village chez moi comme 2. Tu dors, le chef sera au courant qu'il y a une personne qui vient d'arriver. Moi aujourd'hui, le recensement est devenu une affaire de propriété privée. On prend un individu, on place quelque part. On dit, bon, c'est toi qui gères ici. Il appelle sa famille au village. Tel signe ici, décharge. Tel. Qu'est-ce qui a bloqué le recensement de 2015? Puisqu'on a commencé, mais on n'a jamais eu les résultats. Tout simplement parce que on a pris des personnes, on a donné l'argent à d'autres, d'autres n'ont pas eu et chacun a caché les résultats chez lui. Vous voulez quoi? En réalité, nous sommes tellement, je crois en 2005, on nous parlait de 15 millions d'habitants. Vous pensez que de 2005, nous sommes 15 millions? Non, maintenant on imagine dans nos têtes. La population les politiciens vont nous dire que nous sommes 15 millions d'habitants, mais moi je vais décevoir tous ces politiciens là que nous ne sommes même pas 30 millions. La jeune fille aujourd'hui accouche à 12 ans. Et l'affaire là va vite dehors aujourd'hui avec les enfants. Ça va très vite. On n'a pas doublé les 30 millions qu'ils mettent là. Pour multiplier par 2, il faut multiplier par 3. Oui, pour trouver notre population. Moi j'ai la chance de faire des investigations en brousse. Ils sont à Yaoundé ici, ils connaissent quoi de ça? Il faut aller en brousse pour comprendre que dans certaines zones, Rosalie, il n'y a que les grossesses, le sexe qui est le divertissement des jeunes garçons et des jeunes filles. Souvent très fécond. Allez là où les chauffeurs grumiers passent, vous allez comprendre facilement. Ils laissent les enfants à tout bout du champ. Le recensement a un problème. Vraiment, moi, je pense comme le révérend pasteur. En réalité, c'est même des sujets qui énervent les gens. Parce que on vote un budget. On remet à des individus qui ne nous servent à rien. C'est comme la commission Moussonga. J'avais posé la question qui nous sert à quoi? Non, vous votez les budgets, vous mettez l'argent où on n'a pas besoin. Si on prenait chaque chef de village, on dit, ton rôle, c'est répertorier le nombre d'habitants que tu as dans ton village. On aura, par exemple, on va dire, et Foulan, on a 3000 personnes, par exemple. Même Yaoundé, que vous nous donnez les chiffres là, c'est faux. Je vois soit le maire de ville se placer là, Yaoundé, ville cosmopolite, de tel nombre de millions d'habitants. Il a compté ça quand? C'est faux.
Il a compté ça quand? Donc lui fait son recensement seul à Yaoundé. Alors qu'on attend tout ce recensement. Quand tu vas arriver à Yaoundé, te dit que vous êtes à Yaoundé, ville cosmopolite, la ville aux 7 collines, découverte par tel, on a 7 millions d'habitants. Douala aussi se lève, il dit, Bassandine dit que bon, nous sommes 8 millions d'habitants. Bafoussam dit 7 millions. Bon, additionnez donc les discours de tous les maires. Vous nous donnez dans le nom de la population, non? Mais c'est faux. Parce que les gens sont assis dans leur bureau, ils se basent sur les chiffres de 2005. Il y a de l'exode rural aujourd'hui. Qui vraiment, à Yao, nos métropoles sont saturées. Ouais. Et tout ça parce que si on laissait aux chefs de village, on mettait au moins, on a mis les plaques solaires, non? On allait dans chaque village. C'est pas possible. Si on leur donnait peut-être des intellectuels pour les accompagner. Pour les accompagner, on dit tel village, chez moi, comme ils ont décidé qu'ils ne veulent pas faire la route d'Acom 2 par exemple, mais qu'on accepte qu'ils voyagent dans les mêmes conditions que nous, derrière les camions de VCAM, qu'ils arrivent, qu'ils s'installent là, ils travaillent avec les chefs des différents villages. On revient au niveau de la sous-préfecture, c'est un truc qui devrait normalement être facile. Il devient compliqué dès lors où l'argent est mis au centre et cette histoire est confiée à un individu qui n'a que pour seul but d'enrichir son propre ventre, grossir, et les autres doivent maigrir et subir les coups des CNI. Une absence de chiffres, Germain Ekat Dibobé, qui va un tout petit peu, ou qui gêne un tout petit peu le jeu politique au Cameroun. Oui, et il faut dire que c'est voulu par ceux qui nous gouvernent. Hein. Parce que comme il disait, ce n'est pas l'absence d'électricité qui peut empêcher qu'on fasse le recensement. Mais c'est une volonté politique afin de continuer à manipuler. Parce que du moment où vous avez le nombre d'individus qui vivent sur un territoire, ça vous permet de mettre en place des politiques publiques. Vous voyez les ordures pour lesquels ils se plaignaient, qui sont dans toute la ville de Yaoundé. Le maire de ville ne peut pas les ramasser, les collecter, ramasser, parce que le nombre d'habitants de Yaoundé est faussé et n'est pas connu. Parce que c'est en fonction du nombre de la population qu'on met en place des politiques publiques. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont ces 5 milliards de francs. Mais vous voyez que pour gérer la collecte, le ramassage, le dépôt, tout ça, et puis aller composter, faire de la transformation, ce n'est plus 5 milliards parce que la population, elle, s'il croit qu'elle est entourée de 2 millions, elle a doublé. C'est pour ça que les ordures ménagers produits dans une seule rue de Yaoundé ne permettent même pas. Je me rappelle que le maire de Yaoundé 3 a fait une campagne où il a dit qu'il y avait des gens qui devaient venir les ramasser tous les 2 jours. Vous mourrez avec des ordures dans votre maison. Personne ne passe plus depuis au moins 5 mois. Donc, l'absence de recensement, c'est une volonté politique. Une volonté politique parce que dès que vous avez le recensement, vous avez le nombre d'habitants d'une population, on a le nombre de personnes éligibles à être électeurs. Ça veut dire qu'on peut prendre la moyenne et se dire que sur 10, 20, 30, 40, je prends même 45 millions de personnes, on a une moyenne électorale 2. Ça veut dire que par rapport à ça, on peut déjà convoquer les caméras et dire que ce n'est pas possible que nous soyons à 7 millions alors qu'il y a 22 000 personnes ayant le statut d'électeur. Il faut se comprendre, les comme les machines en pays. C'est tout ça, donc c'est une volonté politique. Et lorsque c'est fait ainsi, on ne peut donc pas faire de politique publique. C'est pour ça que j'ai dit, sauf si il accusait les hommes politiques ne sont pas responsables de ça en fait. Tout à fait. Parce que pour nous qui faisons le terrain, comme vous avez dit, nous on va en zone très reculée. Très reculée. Et on voit ce qu'il y a là-bas, on constate que justement, les femmes qui accouchent en brousse, c'est pour ça qu'on a le problème d'enfants qu'on a au CP, qui ne peuvent pas faire au CP parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. Mais qu'est-ce que nous avons fait, nous, pour mériter tout ça, en tant que population? Pourquoi est-ce que nous avons des gouvernants, si on dit que chaque gouvernant, le revend est là, si on dit que chaque gouvernant est choisi de Dieu? Mais si c'est Dieu qui nous a punis, qu'on nous dise. On ne peut pas avoir ce type de gouvernant. On ne peut pas. Et c'est pour ça que nous, on interpelle la jeunesse. On ne peut pas avoir ce type de gouvernement. Parce que lorsque vous regardez aujourd'hui, si vous avez suivi seulement la petite démarche des élections législatives en France, moi j'ai fait le constat, c'est des enfants de 28 à 38 ans qui parlent politique de la France de 2080. Ce ne sont pas les gens de 92 ans. Donc il faut que soit la jeunesse se ressaisisse et que tout le monde mette la main dans la pâte pour que les événements qui arrivent nous permettent de reprendre le pays à main. On ne peut pas continuer. Si on continue comme ça, les emplois, les petits emplois, les ordures vont nous retrouver dans nos maisons. Non, moi je vais aller... Les ordures vont nous retrouver dans nos maisons et tout va nous retrouver dans nos maisons. Moi, tout ce que vous constatez là, c'est une volonté
bien fait pour que rien n'avance. Et on tourne à rond, on a donc des sujets de distraction. On vous parle Africa Food matin au soir, on vous parle de ceci matin au soir. Alors, les vrais sujets, nous les évitons. Donc le recensement est la base des politiques publiques. Si nous ne pouvons pas avoir un recensement, tout ce que nous faisons, les plafonnements, ça ne peut pas donner. Parce que lorsque ceux qui doivent le mettre en œuvre arrivent sur le terrain, ils sont butés. Donc il s'impose un recensement au Cameroun pour que nous ayons l'état de la population du Cameroun de manière réelle. Et le manque d'électricité n'empêche pas ça. Un recensement urgent. Urgent, mais qui tarde à arriver. Et pourtant, on a envie de développer le Cameroun. Comment savoir la quantité ou la longueur ou l'étendue des projets qu'on doit mettre sur pied pour les Camerounais si on ne connaît même pas le nombre d'habitants dans l'ensemble du triangle national. Donc, vous posez un problème extrêmement crucial. Même dans nos familles, parfois, on ne sait pas combien nous sommes. Vraiment. Donc, il faut dire que ce problème est véritablement, si vous voulez, brûlant. C'est un problème crucial. Dans un pays sérieux qui veut évoluer, qui veut avancer de manière cohérente, n'est-ce pas, le recensement de la population est obligatoire pour plusieurs raisons, mais je peux en citer quelques-unes. D'abord, un bon recensement de la population va permettre d'assurer une bonne mise en œuvre de ce qu'on appelle la justice sociale. Je prends un exemple. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle l'équilibre régional. Voilà. Voilà. Et c'est basé sur, enfin, le quota régionaux, des choses comme ça, dans les concours officiels, des choses comme ça. On va vous dire, par exemple, dans la région de l'extrême nord, c'est la région la plus peuplée. Bon, si on doit recruter les NAM, il faut qu'ils les offrent tel nombre de places, il faut ceci, il faut cela. Et on part des données qui datent de 20 ans, parce que les derniers recensements, comme il a dit tout à l'heure, datent de 20 ans. Ouais. Les choses ont beaucoup évolué, les populations, ce sont, la dynamique démographique a vraiment évolué. Ça veut dire que toutes ces mesures qu'on engage là maintenant sont erronées. Donc, la population d'une certaine manière vit une injustice sociale à cause de quoi? De ce manque de recensement. Je suis sûr que si on avait fait ce travail-là, on aurait fait une mise à jour de ces données et beaucoup de choses auraient pu être rectifiées. On a vu les plaintes, par exemple, de nos compatriotes de la région de l'Est qui disent, mais vous nous prêtez un pourcentage aussi faible, mais nous ne sommes plus aussi petits que ça doit changer. Et donc, c'est très urgent, ce problème-là. Deuxième raison qui nécessite, n'est-ce pas, un recensement, c'est aussi une meilleure mise en œuvre de nos projets de développement. Je veux dire comme ça. Quand je prends un exemple tout simple. Vous avez l'œuvre de Kumsamba, qui est le chef du département du Mongo, dans le littoral, a une population plus élevée que la population de la ville de Bamenda, qui est un chef-lieu de région. Donc, si on avait deux projets à implanter dans ces deux localités, il ne faudrait pas penser que, puisque Bamenda est un capital régional, il faudrait que la structure qu'on doit mettre là-bas doit être d'une plus grande envergure. Eh bien non, ça doit plutôt être à Kumsamba, parce que c'est là où la population est plus intéressante. Donc en fait, ce n'est que ces genres de travaux comme les recensements qui peuvent nous permettre d'avoir des informations de ces genres-là. Donc c'est urgent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons par exemple un projet, je crois que c'est un projet mis en œuvre par la France, qui dit capitale régionale. Donc, on doit aller en Gaoundéré, on doit créer ceci, parce que on doit aller à ceci. Mais sans savoir que il y a des chefs de département, il y a certaines localités qui sont beaucoup plus peuplées que ce que vous appelez capitale régionale. Donc, les besoins sont plus pressants là-bas. Donc, ça, c'est le deuxième argument pour lequel, pour moi, un recensement est urgent, il est nécessaire. L'autre argument, c'est que ça participe, n'est-ce pas, à, comme il a évoqué tout à l'heure, une meilleure prévision des projets publics, vous voyez, des politiques publiques, si vous voulez, parce que si, par exemple, vous dites aujourd'hui, nous avons une population de 20 millions de personnes, et notre capacité de production de maïs, c'est tel nombre de tonnes par an. Alors, dans 30 ans, la population sera des temps. Eh bien, il faudrait qu'on augmente en urgence la production de telle espèce parce que dans les pays sérieux, les gens font des programmations sur plus de 10, 20, 30, 50, voire 100 ans sur la base des données chiffrées, bien organisées, bien planifiées. Donc, un gouvernement qui ne fait pas des recensements, il nous amène tout droit au mur. Et il ne sait pas ce qu'il fait, on fait des choses à l'aveuglette. Donc,
c'est très important parce que un dernier élément qu'il faut relever, si vous prenez aujourd'hui ce problème d'offre en électricité, on veut mettre l'électricité seulement, je ne sais pas moi, à Yaoundé, alors que dans des départements, on a des qui n'ont pas accès à l'électricité, alors que là-bas, on a une concentration beaucoup plus importante de nos compatriotes. Donc moi, je dis, Ambara a dit que le recensement seulement, ils n'ont pas besoin de lumière dans le recensement, il est nécessaire et il est urgent. Je fais nier tous les arguments que mes panélistes ont évoqués pour dire que nous avons affaire à un régime qui, en réalité, ne manifeste pas une volonté réelle de mettre sur place, d'implémenter une politique sérieuse, bien coordonnée, qui part des statistiques, des données précises et bien planifiées. Donc pour moi, c'est un peu cela. On fait les choses en fonction de... Il faut d'abord connaître la demande. Pour essayer de voir ce qu'on peut faire, voilà, d'adapter l'offre. Voilà. On sent quelque chose là. Et pour l'instant, on ne connaît pas la demande, donc l'offre qui est soumise aux populations semble erronée. C'est pour ça qu'on peut retrouver les ordures partout. Voilà. Bonsoir à vous. Concernant cette histoire de chef, vraiment RD-le, il est à bout de souffle, Pasto. Merci pour tout ce que vous faites pour les Camerounais. Longue vie à votre émission. C'est Eric depuis Messassi, apparemment, qui est d'accord avec vous sur la situation de ce chef. Bonsoir très cher René. Pour le recensement de la population, on est toujours dans des chiffres imaginatifs. Il y avait un ministère de la démographie en gestation. Il est passé où? C'est Achille Aimé depuis Yassa, Yatika à Douala. Bonsoir. Ici, on a Jean-Marie Farel à Douala. Bonsoir à tous sur le plateau. Moi, je pense que le recensement doit toujours être fait, même si certains s'y opposent. Qui s'y oppose? Bonsoir. Oh là là. Pourquoi ça plante? Voilà. Bonsoir la Rose nationale. Il n'y a vraiment plus rien qui fonctionne dans ce pays. On est exactement où on mérite d'être. On insiste à maintenir un monsieur qui ne contrôle plus rien, même sa propre famille à la tête du pays. La Rose nationale, le Cameroun est comme une voiture dont le chauffeur dort au volant. Il ne connaît plus la différence entre l'embouteillage, l'embrayage, je crois que c'est ce qu'il voulait dire, l'accélérateur et les freins, parce que ce sont les trois pédales. Parce qu'il a dit l'embrouillage, donc du coup, puisque je conduis, je suppose que c'est l'embrayage, l'accélérateur et le frein. Et il y a un adage africain qui dit, si tu vois les gibiers danser devant la case du lion, c'est qu'il n'y a plus rien dedans. Allons seulement, c'est Wadiébé Service qui nous écrit depuis Kayele. C'est vrai que ça vient en second sujet et que dire ça maintenant, ça va être compliqué. Vous avez pris l'avance sur l'orchestration. Waouh! Bon, je vais prendre depuis le début. Avec un léger retard, me voici devant mon écran. Richard, Gérard, enfin Ambara et ses lamentations nauséabondes de Ongola, sans oublier l'axe Boulevard-Com 2. Le révérend qui a mal au cœur, ici-bas, donner sa résidence pour commissariat ou brigade de gendarmerie. Vous allez le regretter à vivre une insalubrité et des non-paiements. Quand les politiques publiques que les gouvernanteront peinent à poser pour une bonne gouvernance en termes de prévision et planification, parce que le cerveau englué dans un amateurisme de la pierre polie. De quel recensement parlez-vous? J'attends toujours les résultats du dernier recensement où j'ai participé sans toutefois oublier de leur dire que dans ma famille, il y a eu naissance et tristesse comme ma défunte compagne décédée. Vraiment triste que d'en parler avec des gouvernanterons manquant d'intégrité et de patriotisme. L'argent du recensement a contribué pour eux une jouissance financière et matérielle. C'est Massok Thomas. On va aller au Burkina Faso. Ouais, madame, la jolie tenue là, waouh, elle vient d'Addis Abeba avec des boucles d'oreilles à la Dalila. Madame, savez-vous pourquoi le gouvernement refuse de faire le recensement démographique du Cameroun? C'est très politique. Imaginez-vous la représentativité des députés à l'Assemblée. L'ouest du Cameroun est plus peuplé que le sud Cameroun, mais il y a plus de députés au sud qu'à l'ouest. Les hôpitaux, un médecin pour combien d'habitants?
volume d'eau, fourniture d'électricité, dont le pouvoir public navigue à vue. Madame, comment comprendre que depuis 1992, vous avez toujours 180 députés à l'Assemblée? En 30 ans, la population est passée au double. La redistribution de la richesse nationale se fait donc sur quelle base? Salut à l'homonyme de l'ancien président du Tchad, François Ngata Tombabaye. C'est Paul depuis Ouagadougou qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, je suis d'accord avec le jeune politologue. Pour les villes, par exemple, Obala est plus peuplé que Monatélé, le fils du planteur de Biakwa, qui nous écrit. Bonsoir à toi Rosalie et à ton riche panel. Moi je pense que ces vieillards-là n'ont plus le temps de ces choses puisque ça ne les sert plus à rien. Alignons-nous juste derrière la jeunesse pour espérer un changement. C'est Bounou de Messassi. Waouh, Messassi dans la place. Hein. Ce soir, ils sont très nombreux, je suppose, pour soutenir le chef. Allez, on va sortir du pays. On va en Suisse ce soir. Bonsoir Madame Rosalie, bonsoir au panel. Le recensement avait bel et bien été budgétisé et programmé pour novembre et décembre 2023. On se rappelle d'ailleurs que le BUCREP avait même lancé la procédure de recrutement, mais l'État n'a pas débloqué les fonds. C'est proprement scandaleux. C'est Charlie Noah, président de l'ONG Action 237 Suisse, qui nous écrit depuis Villeneuve, en Suisse, ce soir. Bonsoir Tataro, le Cameroun compte 100 millions, qui dit mieux? Dites-moi le contraire. C'est Luc qui écrit comme pour dire que maintenant on fait la loterie pour savoir. Bon, il y a quelqu'un qui dit la fête va finir au CED. Je préfère m'arrêter hein, parce que ça va dans tous les sens les réactions à cette question de recensement. Il y en a qui en ont fait un objet quand même de rigolade pour dire qu'on est dans un film d'action parce que c'est l'expression utilisée par quelqu'un là au Cameroun et qu'ils ne sont pas prêts à faire ce recensement. On va devoir fonctionner avec. Et nous, on va avancer. On a justement une population qu'on ne maîtrise pas et on a constaté désormais qu'on a des agressions encore plus croissantes dans les taxis hein, et que désormais les femmes sont entrées dans la danse. Elles ont maintenant des couteaux, des fusils. Avant, on savait que c'était seulement une affaire des hommes et on a constaté depuis quelques temps déjà que les dames se sont joints au film Laurent Patrick Ambara et que ça va dans tous les sens désormais. Et nous, on se demande comment stopper l'évolution de ces agressions dans les taxis. Peut-être on va dire dans les transports en commun pour être plus précis parce que même les motos ne laissent pas, hein, ils ne sont pas en reste dans cette problématique-là. Aujourd'hui, on veut limiter les dégâts. Est-ce qu'il y a possibilité? Vous allez limiter les dégâts d'une population que vous ne maîtrisez pas? On essaye. Parce que je vais peut-être faire une virgule en arrière. Quelqu'un a dit tout à l'heure, l'Ouest est plus développé que le Sud. Lui seul, il sait sur quoi il se plus peuplé, voilà, oui. Que le Sud. Seul lui sait sur quoi il se base. Donc, on le dit, voilà justement. Et il parle de représentativité à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est quoi? Bon, les bénis, par exemple. Voilà. Les bénis, oui. L'autre vient nous parler du BUCREP qui était prêt pour 2023. Les fonds n'ont pas été débloqués. Il oublie que la 4e phase de recensement était prévue en 2015. C'est pour ça aussi le rôle trouble des ONG qui ne nous servent à rien. Comme celle de Suisse. Elle ne nous sert à rien. Il a oublié ça. Vous ne pouvez donc pas venir dire que vous allez maîtriser les agressions. Je prends le cas simple de Yaoundé. Vous lancez un recrutement à la police, par exemple. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous dites, officier, là-bas on dit que ce sont les enfants des autres, même si on a poussé avec les mains, on prend 50 commissaires. Vous prenez 13 peut-être sous-officiers. Mais lorsque vous arrivez chez les gardiens de la paix, vous dites 1500. Vous ne connaissez même pas d'abord la population, parce que même les concours devraient tenir compte de la population. On ne connaît donc pas le nombre de Camerounais que nous avons. On dit 1300. Sur les 1300, vous avez au moins 7000 dossiers. C'est l'argent qui entre au trésor public, hein, parce qu'on ne rembourse jamais. Quand vous avez fait les dossiers, vous avez déposé, ça reste là-bas. Et imaginez-vous donc, on reste avec 1600 sur 7000. Vous croyez que les autres là sont contents? S'il a fait ça une fois, deux fois, trois fois, la 4e fois il n'est plus là, il préfère prendre le chemin facile. Vous arrivez là où c'est souvent versé, c'est où on atteint 1000, gardiens de la paix. Et là-bas, le plus souvent, c'est là où, bon, je ne sais même pas si je dois dire nos gouvernants, si je me sens aussi concerné. Bon, leurs gouvernants
pour les hommes, les autres politiques et autres Camerounais, leurs gouvernants ont trouvé l'opportunité d'aller prendre les plus cancres dans les... Parce que c'est là où moi j'ai même un problème avec votre équilibre régional. Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un est premier à Maroua, par exemple, avec 17. Mais comme on doit faire l'équilibre régional, on arrive chez moi à Nyabizan pour aller prendre quelqu'un qui a 10, on laisse celui qui a 17. Parce qu'il faut l'équilibre régional, je ne suis pas d'accord avec. Je ne suis pas d'accord avec. Donc pour vous, c'est cette injustice sociale cette injustice sociale. Parce que moi je voyage, désolé monsieur, et j'aime souvent désolé, est-ce que si j'aime pas vous aurez votre niveau, est-ce que vous aurez votre temps de parole. Il faut mettre le doigt sur cela, il faut que cela soit mis là-bas. Vous ne pouvez pas permettre que je m'exprime. L'équilibre est un problème. C'est un problème, non, c'est un très gros problème. Tout le monde, je ne peux pas accepter 40. Non, laissez-nous ça. Vous ne pouvez pas, comme la pasteur de l'État, il a 18 de moyenne. Il échoue. Parce que moi, je suis à Nyabizan, j'ai 10. L'État n'a pas mis les conditions favorables pour que j'aille à l'école. Vous voulez me porter avec 10 et on laisse quelqu'un qui a 18. Bon, du coup, j'ai une autre question. Surtout que la question d'équilibre régional n'est pas en débat ce soir. Je reviens à la question donc pour qu'on puisse évoluer. Est-ce que le fait de se sentir injustement mis à l'écart justifie qu'on commence à agresser les gens dans les taxis? Rosalie, c'est bien. Vous n'avez pas faim. Vous avez un véhicule, vous êtes dans une maison climatisée, vous avez des domestiques. Bon, je suppose que tu ne parles pas de moi. Bien. Bon, je ne sais pas. Vous mangez bien. Je suppose que tu ne parles pas de moi. Vous mangez bien et vous avez juste derrière vous. À Basto, c'est lobby. Parce que quand on parle souvent de Basto, on oublie Basto, c'est lobby. Moi, je suis donc là à Basto, c'est lobby. Je vois des gens où l'odeur me tue tous les matins. Non, Rosalie. Tellement les gens ont cherché. Il faut comprendre ça. Hein. Moi, je ne fais pas partie de celui qui va venir condamner ici quelqu'un qui a agressé du jour au lendemain. Il y a des gens qui ont essayé, forcé. Tu arrives même, tu vas même trouver un petit travail. On vous dit comme on a cassé ici, le maire de ville ne veut pas voir les gens vendre en route. On a cassé. Les conditions au village ne me permettent pas de rester. J'ai pas d'électricité, je n'ai aucune activité. Alors tu agresses je finis. Je vais vous dire, comme toi. Écoutez, je n'ai pas de terrain. Parce que même les terrains qui sont au village, vos grosses têtes de Yaoundé sont venus encore arracher tout. Je n'ai plus rien. Pour vivre à Yaoundé, ça devient un problème. Alors je dois survivre. Beaucoup ont essayé, ont forcé, ça n'a pas donné. Du coup, on se retrouve avec des gens qui nous agressent dans les taxis, arrachent nos téléphones. Au moins, lui, s'il arrache même à part, s'il peut vendre même à 2500. Il vend, ça peut faire le riz sauté pour 4 jours. Mais le véritable problème, c'est que on ne peut pas maîtriser déjà, c'est pas mettre la charrue avant les bœufs, dire qu'on peut limiter les agressions à Yaoundé. Si on ne connaît même pas la population de Yaoundé, on ne la connaît pas, on ne la maîtrise pas. On va vous dire que, on va mettre, je vois souvent là au Lézois, 2 petites fillettes qui sont gardiennes de la paix sont positionnées là. Quand vous allez vous courir jusqu'à Vombi, vous trouvez 2 jeunes hommes qui sont là. Ils vont maîtriser quelle population au niveau des rails. Vous ne pouvez pas dire les joie. Au niveau des rails, il n'y a qu'à la caméra. On a mis le gel là, ce sont des pistes. Voilà. Il faut poursuivre même un taxi. Vous allez rouler comment? Voilà, par exemple, vous arrivez par exemple, il n'y a qu'à la caméra où on a pu poster le génie avec les armes là. Pour monter à Jouvence, parce qu'on sait qu'il y a c'est l'avenue des généraux. C'est là où on a mis les gens. Vous ici seulement, je dis ici on les voit. Le train passe par là, non? On agresse les gens là tous les jours. Surtout là, ils sont venus mettre l'obscurité. On dit que la nouvelle route sur le lit du Fundi, où il n'y a même pas aucun lampadaire n'est allumé là-bas le soir. D'accord. Comprenons que on va rester là, on va mourir là, on va périr là, parce qu'on ne maîtrise même déjà pas notre population avant de faire quoi que ce soit. J'aimerais Kat Dibobé, un combat perdu pour Laurent Patrick Ambara, puisque la ville est plongée en partie dans le noir. Je vais dire plus droitement ce qu'il a dit en beaucoup de contours. La ville est plongée dans le noir, dans certains coins qui deviennent dangereux. On n'a pas une véritable sécurité, puisque les éléments de force de l'ordre ne sont pas dispatchés avec équilibre dans la ville, et on a beaucoup une population qui a faim et qui essaie de survivre. Je résume en gros ce qu'il était en train de dire, d'une certaine manière, pas pour dire qu'il allait voler, mais il s'est dit qu'il comprend ceux qui braquent. Mais en même temps, on a quand même tous, nous sommes braqués, alors que, bon, il a dit que j'ai le chauffeur, j'ai quoi? Bon, j'ai la voiture en barrage, tu seras après cette émission.
Vous, c'est pas Rosalie. Donc, nous qui avons les voitures, les ménagères, les vigiles et tout le reste, on a le droit d'être donc braqués, puisque notre agent, nous, on ramasse ça sur le cocotier et que on doit se faire dépouiller chaque jour, je suppose, hein, qu'il y a des gens qui doivent être dépouillés. Ça ne justifie pas que vous soyez agressé. Ah d'accord, ça me rassure. Ça nous renvoie une interrogation. Il y a quand même tout un département ministériel en charge de la sécurité des biens et des personnes. Mais nous constatons que ces gens-là sont plus... s'exercent plus à venir gérer les partis politiques que de s'assurer de la sécurité des biens et des personnes. Exemple. Parce que vous ne pouvez pas... Et c'est là où quand parfois certains de mes camarades sur les plateaux les trouvent oisifs, les journalistes s'inquiètent pour dire que non, il ne faut pas traiter ces gens d'oisifs. Vous avez des agressions qui sont multiples tous les jours. Vous avez la ville qui est en totale insécurité. Vous avez un maire de ville qui est venu là trouver que Tchimevuna a mis les lampadaires partout. Il est venu, les a détruits, il a produit un autre machin, c'est de 49 ou c'est de 29 ou c'est de combien. Il a mis les machines solaires qui ont grillé après 2 mois. Et il y a des agressions partout. Vous avez une police qui est aujourd'hui une police. Je vous donne un exemple. J'étais ce matin à Obala. Vous avez un homme en tenue qui vient interpeller une voiture, sort quelqu'un d'une voiture parce qu'il n'a pas la carte d'identité et lui va s'asseoir au bar et demande à la personne de le suivre au bar. C'est incompréhensible. Donc les agressions sont multiples et les politiques publiques, rien n'est mis en place pour sortir des gens de l'onière. Je le rejoins pour dire que la souffrance, mais ça ne justifie pas les agressions. Il faut qu'on crée l'emploi. Il faut qu'on mette en place une politique publique pour que les gens s'exercent. Maintenant, il faut que ceux qui sont en charge, vraiment, j'ai demandé tout à l'heure au révérend, nous on va dire que nous, comme nous on ne prie pas là, ceux qui nous traitent des gens qui ne prient jamais. Si vous estimez que c'est vous qui faites beaucoup la prière, priez l'Éternel de nous sortir là où vous êtes. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est un destin que nous avons. Nous devons nous battre pour sortir de là. On ne peut pas avoir ce genre de gouvernant. Je vous dis, tout est renversé. Si je vous suis aussi, on ne peut pas endiguer facilement ces agressions. Je dis qu'on peut les endiguer, mais il faut que les gouvernants prennent leurs responsabilités. Vous avez un département ministériel où les gens, leur exercice favori, c'est d'aller nommer les présidents des partis politiques. C'est de dire qui est secrétaire, qui est président, qui est trésorier, qui est ceci. Au lieu de suivre le quotidien où les gens doivent avoir la sécurité des biens et des personnes. Voilà où nous sommes. C'est-à-dire que les gens veulent transformer la République et la vie en République en prison de Noble-Péter où ils ont séjourné. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on prenne, que ceux qui nous veulent prendre responsabilité. Mais vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, il est difficile que vous entrez dans un taxi et que vous sortez sans agression. Quand vous le faites, même vous dites, parce que même pour prendre le taxi, je vois l'exercice de tout le monde, chacun s'accroupit pour essayer de regarder quels sont ceux qui sont dans le taxi. Les motos même qui prospèrent, vous prenez une moto, vous dites un peu quand même, vous voyez votre gabarit, vous dites que celui-ci, on va se bagarrer, vous trouvez 2 personnes qui vous attendent devant avec les matières dont le motoman est complice. Donc tout est organisé pour que les citoyens n'aient plus une vie tranquille. Et il y a un département, il y a des gens qui perçoivent des salaires, c'est de l'argent public. Pour ça, ils ne peuvent pas l'investir à venir entrer dans les partis politiques pour nommer les présidents et les secrétaires. Vraiment, soit ils sont oisifs, soit ils sont pas à leur place, soit ceux qui les ont mis là, leur ont donné un rôle et ils ne le font pas. Soit alors le rôle qu'ils font, c'est ce que ceux qui les ont mis là leur ont donné. Mais dans ce cas, nous sommes complètement égarés. Donc il y a une mesure à mettre en place. Nous allons donc, il a dit tout à l'heure, dans le recrutement, ils sont aussi fantaisistes. Parce que si vous avez la population de Yaoundé, les quartiers chauds, parce qu'il y a un pôle, ça veut dire que le renseignement peut vous dire qu'il y a trop d'agression vers tel quartier, trop d'agression, et vous postez donc ça que vous faites donc une politique de répartition des ressources que vous avez. Vous pouvez donc poster donc une équipe de GMI, une équipe de GSO en fonction du pool que vous avez du retour du terrain d'agression. Mais nous savons qu'aujourd'hui, chacun est concentré. Je vous dis que... Il met l'argent dans les bars la nuit là. Vous les déjà fermé, non? C'est tout. Voilà ça à quoi la police fait. Voilà ça à quoi les hommes de sécurité servent. C'est de faire le tour des bars et pour dire que non, vous n'avez pas de licence, il faut donner... Voilà le tour. Et pendant ce temps, on agresse des gens. Vous savez par exemple qu'en van, aujourd'hui, il n'y a plus de limite de voyage. On voyage à toute heure. Oui. Donc, automatiquement, à cet endroit-là, il faut qu'il y ait jusqu'aux Antilles qui défilent. Mais vous allez arriver là, vous êtes en totale insécurité. On de police. On les libère pendant que vous êtes en train de partir. Donc, il y a un problème. Il y a véritablement... C'est pour ça que, même si dans ma projection,
C'est les vieux qui ont mis ce pays ici là où il est. Il y a même encore quelques vieux qui peuvent encore nous sortir de l'ornier. Donc je pense que le délégué à la Sûreté nationale, j'ai eu la chance de me frotter un peu à lui. On va parler de ça tout à l'heure, de la carte d'identité. Donc je pense qu'il peut encore, s'il nous écoute, mettre en place un certain nombre de mesures. Continuer à assainir la police camerounaise. Et puis mettre en place un certain nombre de dispositions pour qu'il y ait un peu plus de tranquillité. Moi, on est venu arracher les plaques d'immatriculation de mon véhicule garé devant ma maison. Démonter les pots de phare. Mais si vous ne pouvez même plus être tranquille, dormir, avoir le sommeil tranquille, sans qu'il y ait un problème. Donc il y a un ministère que les gens cessent de prendre notre argent pour... Le jour où ils veulent faire la politique, qu'ils aillent créer les partis politiques, à l'intérieur, là, ils décideront qui est président, qui est trésorier, qui est secrétaire. Bon, moi, ils m'ont coupé le sommeil. J'ai dû quitter une maison que j'aimais bien. Parce que j'avais perdu le sommeil dans cette maison-là. Donc, oui, les agressions, ça traumatise. Hein. On peut parfois avoir l'impression que c'est passé, mais ça traumatise. Parce qu'après, pour retrouver ton rythme de fonctionnement normal, comme il disait, on passe tous le temps à guetter dans les taxis avant de monter, puisqu'on ne peut pas s'offrir le luxe de prendre des dépôts continuellement. Et vous mettez mal à l'aise ceux qui sont dans le taxi. Voilà. Parce que vous les suspectez, alors que parfois c'est... Ils n'ont qu'à être mal à l'aise. C'est des gens bien. Ils ont fait la même chose. Parfois, c'est des gens bien. Non, ils sont mal à l'aise. Si ma tête te gâte, tu Richard Bolbaï, on ne peut pas tous prendre des dépôts pour rentrer chez nous, parce que le coût de la vie ne le permet pas, même si on en a envie. On n'a pas tous des véhicules, donc automatiquement on sera appelé à prendre encore des taxis, encore des motos. Et il faut bien qu'on trouve un moyen pour endiguer ce phénomène d'agression dans les transports en commun, parce que ça ne permet plus aux gens de vaquer à les occupations. Nous qui faisons par exemple dans le métier, parfois on finit à des heures pas possibles, on doit pouvoir rentrer chez nous parce que c'est un boulot qu'on a choisi pour satisfaire les populations. Si ton émission finit à 23h, tu dois quitter le bureau peut-être à minuit, donc automatiquement on est dans la nuit parfois dans la rue, pas parce qu'on se baladait. Donc on peut comprendre quand même, et on a besoin que ça change un peu. Je crois que le Cameroun n'est plus un pays sûr, et l'insécurité c'est profond, c'est une réalité, et je pense que ma crainte alors. Bien sûr, il faut avoir peur. Et je crois que je rejoins beaucoup d'idées que mes compagnons ont évoquées. D'abord, justement, cette police-là, qui en réalité devait constituer une force dissuasive réelle. Et nous pensons aujourd'hui que le Cameroun est très dispersé sur beaucoup de fronts. Et j'ai l'impression que, comme certains l'ont évoqué tout à l'heure, on ne fait pas assez de recrutement et ce n'est pas forcément bien ciblé. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Si, par exemple, on avait vraiment ce policier-là véritablement armé, qui faisait des patrouilles la nuit, marchait là partout, je crois que avoir en son esprit que peut-être derrière ma maison, là ou derrière, dans ces coins sombres là ou même, on pourrait trouver des policiers ou des gendarmes qui peuvent nous intercepter. C'est vraiment une force de dissuasion. Donc je crois qu'il faut revoir ça. Et tout le monde déplore le fait que le Cameroun a, l'effectif de nos forces de défense et de sécurité, même dans une situation on va dire des guerres, dans une situation d'insécurité, comme celle que nous avons aujourd'hui, est toujours aussi limitée que ça. On a environ 50 000 hommes actifs. C'est trop petit. Pour tout, ils doivent être à l'extrême, non, ils doivent être à Bamenda, c'est petit, ils ne peuvent pas. Donc, ils doivent être partout là, dans les arrondissements, dans tout ça, l'effectif est beaucoup trop petit. Et aussi un problème logistique. Moi, j'ai presque jamais vu un hélicoptère de la police ou la police a donc même l'armée, on n'a pratiquement pas d'armée de l'air. Donc, vous voyez que c'est le problème c'est de ce côté-là, ou en tout cas, c'est un point essentiel pour moi pour résoudre ce problème. Le deuxième aspect que je souhaite relever, c'est une meilleure organisation de ce domaine de transport urbain via les taxis. Pourquoi est-ce que ces taxis ne peuvent pas être organisés en société, en entreprise bien connue, comme c'est le cas de bus de transport interurbain? Si vous voyez par exemple un bus qui est un bus estampillé, touristique, on sait quand même qu'il y a un minimum
d'engagement pour assurer, pour garantir la sécurité de ces véhicules qui est en déplacement. Donc je crois que il faut peut-être penser vraiment, pourquoi pas réorganiser ces secteurs-là. Et le dernier élément que je veux relever, c'est que si on veut bâtir des villes modernes, vraiment qu'on bâtisse des villes modernes selon les règles de l'art, selon les exigences d'une ville, on va dire cosmopolite, une ville énorme, comme ça se passe dans le monde. Si vous voyez, en fait, ailleurs, vous voyez par exemple qu'on a les tramways, les métros, je dis, si nous voulons bâtir des villes modernes, qu'on bâtisse des villes modernes. C'est les exigences. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Je reprends ce que j'ai dit. J'ai dit, si nous voulons bâtir des villes modernes, qu'on les bâtisse vraiment, parce que soit c'est une ville moderne, soit c'est pas une ville moderne, parce que il faut avoir le statut de la population pour bâtir une ville. Pourquoi? Le problème au Cameroun, c'est que c'est des populations qui créent des villes. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas ceux qui nous gouvernent. Voilà. C'est des gens qui vont détruire la forêt en Bankomo. Commencent à construire les maisons, commencent à tirer eux-mêmes le fil avec des piquets. Lancer leur propre route. Et après, on vient leur dire que non, vous avez même mal construit. La mairie des villes, le plan du Banner, c'est ça. Je suis allé 3 fois. Le plan du Banner, on a changé. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est normal. Des politiques qui doivent faciliter ou alors favoriser les transports des masses de population. Quand vous avez ces métros ou ces tramways-là, ça fait le tour de toute la ville. Ça arrête là, on arrête ici, on arrête là, et ça fait le travail. Donc moi je dis, mais bien sûr, si vous avez un gouvernement sérieux, pourquoi est-ce que ça doit être considéré comme impossible? Alors qu'on le voit ailleurs. Surtout qu'on a annoncé notre premier tramway de C'était la mouvance de la nomination, Rosalie. D'accord. On avait annoncé le trabus d'abord. Pour les étudiants, c'est le même là de Je suis passé là aujourd'hui à Lonkar là. Tout ça est au sol. C'est l'agent de ressusciter d'abord sur trabus pour les étudiants, les gens de Mendong, ceux qui vont au camp Sonel au Yuma Bank. Ressusciter ça. Donc, ce n'est pas tramway. Je vais chuter en disant que c'est trop loin. Je chute en disant que on ne peut pas avoir un policier et un gendarme pour chaque citoyen ou dans chaque taxi. Mais on peut s'organiser de manière très précise. Ouais. Par exemple, interpeller l'État pour renforcer l'effectif des ceux qui ont la charge d'assurer cette sécurité-là. Et deuxièmement, de bien organiser ces secteurs. Demander à ces entreprises, si vous avez, enfin, parce qu'aujourd'hui, tu as tes 2 millions, tu as travaillé un ami qui a un véhicule là qui ne veut plus, tu achètes. Ah, voilà déjà une axe de transport. C'est passé comme ça. Il faut que cela soit intégré à une entreprise bien organisée, bien structurée, qui peut assurer, garantir la sécurité. Ces taxis, même si on peut si vous voulez un taxi, dans les recrutements que vous évoquez, il faut aussi qu'on arrête le scandale comme ce qu'on a eu. C'est-à-dire que vous payez les gens, finissez les former pendant 9 mois, après vous venez vous les affecter, après vous venez nous dire qu'ils sont 1300, 1200 et quelque chose qui ont des faux diplômes. Donc il y a une façon de faire je pense que c'est ce qu'on voulait dire, révérend. Oui. Je pense que le gouvernement camerounais croit à la fin du monde. Ok. Pasteur. Ouais. Comment on croit à la fin du monde? Quand j'étais petit, en l'an 2002, à l'an 2000, on nous a fait croire que le monde allait finir en 2000. Que la fin du monde. La fin du monde allait venir. Témoin de Jéhovah. Je parle parce que je sais de quoi je parle. Vous allez, j'étais encore petit, je suis allé à 23 heures me cacher. Que la fin du monde est plus Non, me cacher pour dire Seigneur, me voici qui vient vers toi. C'était en 2000. Pendant ce temps, tous les Africains croyaient à cette histoire de la fin du monde. Et les Blancs étaient en train de créer il a dit quoi encore là? Le travail. Les Blancs étaient en train de regarder, étaient en train de réfléchir comment on voyait le truc en Mars, comment on voyait le truc à Jupiter, mais nous on croyait à la fin du monde. Pourquoi je parle de la fin du monde, vous allez? Les gouvernants camerounais croient que du jour au lendemain le monde va finir. Et je leur dis c'est faux. Parce que aujourd'hui, sous parti dans la maison d'un ministre, il y a peut-être 3 policiers. Seul, 3 policiers. Le maire des villes, on fait les échanges, ce n'est pas 3, c'est 5. C'était même les gendarmes et les policiers. Le maire des villes a les militaires ici. Je parle où il ne vit même pas. Je parle qu'il y a des militaires qui gardent le minimum. On a compris. Les militaires qui travaillent dans ces états de poissons. Moi, le
principe, c'est que les autorités sont gardées par des éléments de force. On prend les écoles des Blancs, l'autre ici préfère taire son nom, on les voit. On prend les policiers, les militaires armés pour garder l'école ici. Mais allez ici à l'école publique de Kounou, où nos petits-enfants traversent la route. Il n'y a même pas un seul policier. Pour Rosalie, Je vous restaure votre parole. Rosalie, Vous avez soulevé apparemment un point que tout le monde avait oublié. Ouais. Du coup, chacun s'est rattrapé. puisque quand on nous parle, j'ai été agressé dans un taxi, malheureusement, ça me fait mal. Et je ne veux Oui, pas, également. ça m'offusque pour l'instant. Notre collègue, c'était hier. Nous avons pour le On plus avait grand logé la taxi chaise comme qui ça, là, existe et en on a pris Afrique. la jambe. Le plus grand taxi qui existe en Afrique, c'est le Cameroun. Le plus grand taxi jaune qui existe en Afrique, c'est le Cameroun. Pourquoi? Le plus grand chauffeur qui existe en Afrique, ce sont ceux-là qui veulent détruire le Cameroun, qui sont nos conducteurs. On arrête les agressions comment? Révérend Voilà. Samuel Fondo. Comment arrêter les agressions? Allez d'abord à l'Arcelou du palais, le palais de Toudi. J'ai tout dit. C'est là que moi j'ai été agressé. Rosalie, C'est là où on a trouvé des gens suspects. l'Arcelou du palais de Toudi, c'est l'endroit où on agresse le plus à Yaoundé. Vous avez parlé de Tambafia, de Ligudjoa, on agresse pas là-bas. L'Arcelou où, à côté du palais, où notre président dort, où se trouvent nos papiers les plus, je ne sais quoi. C'est là-bas. Si à partir de 22h, un taxi te prend Rosalie, il dit qu'il passe avec toi à l'Arcelou présidentiel et que la voiture fait comme ça. Dis-lui que papa, ma mère à l'hôpital en train de vouloir mourir. Aide-moi. Parce que c'est là-bas qu'on agresse. Donc pour dire, pour répondre à ta question, pour l'instant, il n'y a pas de policiers au Cameroun. En fait, en quantité Il suffisante. n'y a pas de policiers au Cameroun. D'accord. Je dis bien des policiers. Quand je dis des policiers, c'est des policiers. La plupart de nos vrais policiers héros se trouvent dans des maisons de ceux-là qui nous dirigent. Et maintenant, on a mis maintenant les policiers bombistes pour essayer de nous protéger. Que eux-mêmes ils ont peur de la mort. Ils ont peur de faire des patrouilles. Mon confrère a dit tout à l'heure, bon, quel n'est pas le confrère. Oui, on a compris ton copanéliste. Voilà. Il a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Ça m'échappe un peu. Il a dit, Bon, tu reviendras dessus. je reviendrai dessus, oui c'est vrai, ça m'a un peu échappé. Mais ce que je veux dire, je voudrais dire, c'est que je parle maintenant à ces grand homme, à ces deux grands hommes qui gèrent notre armée, Galassi Toga et Martin Bargangele. Moi, j'ai eu la chance de les côtoyer, j'ai eu la chance de causer avec eux. Ce sont les gens qui ont la rigueur par rapport Au travail. au travail. Surtout Martin Barangele. Lui ne rit pas. Mais ce sont les gens qu'il envoie sur le terrain qui déçoivent. Ils essayent au moins d'aller. On a le renseignement au Cameroun. Mais je vais un peu vous décevoir. Ça veut dire que l'histoire de Marangele est là. Ça veut dire que Attendez. je vais parler histoire. Ça veut dire que Paul Biya travaille bien et les ministres déçoivent. C'est ce qu'il veut dire. Tu vois, n'est-ce pas? On comprend ça. Je ne te permets pas quand même de dire histoire de Barangele. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a révolutionné la police camerounaise. Comment? Non. C'est un autre débat. Non, comment? Il faut lui dire comment. Richard, Je ne te permets pas de prêter ta ministre de la sécurité histoire. révérend, Il a dit notre histoire de Barangele. C'est un homme qui assure la sécurité. Un homme qui a la casse. Révérend, je vais vous laisser aller jusqu'au bout de votre propos. J'ai un principe ici. Je ne fais pas les procès des autorités. D'accord? Si quelqu'un n'aime pas une autorité, il peut le dire avec subtilité, comme j'ai entendu dire sur ce plateau. Il y a un degré de... Non, j'ai dit, il y a un degré, je pense que c'est suffisamment clair pour tout le monde. Je vous laisse chuter. Tu peux ne pas être d'accord, avoir une autre vision du travail de Barangele et tu le dis. Mais tu permets, lui c'est sa vision. Voilà. Avec ce grand homme, il a révolutionné la police camerounaise.
En même temps, c'est pas la campagne de Bangangué. La campagne de Nous, on veut savoir ce qu'il peut faire pour endiguer. Pour endiguer cette histoire des agressions dans le taxi, il faut un renseignement dans les endroits, comme il a dit tout à Et vous l'heure. pensez qu'on n'en a pas? Non. Le renseignement, c'est pour regarder ce que Rosalie est en train de dire sur son plateau. Le renseignement, c'est pour regarder ce que ce monsieur est en train de dire tout à l'heure. C'est ça notre renseignement. Notre renseignement, il n'est pas là. Je vous dis maintenant, notre renseignement n'est pas le genre qu'on adresse sur l'axe lourd. Immédiatement, non, c'est pas ça notre renseignement là-bas. Notre renseignement, c'est qu'on attend ce que tu vas dire pour te créer des problèmes. Et ce n'est pas ce que les Camerounais attendent. Les Camerounais attendent un renseignement en double cliché. Pour sécuriser le bas peuple et pour les sécuriser eux-mêmes. Mais leur renseignement est beaucoup plus pour eux-mêmes. Maintenant, si on regarde les quartiers où on adresse les secteurs que moi je connais, que je vais les dire, et que veut dire à Martin Bargangele, avec ces éléments, d'aller à l'axe lourd présidentiel. Là-bas, on agresse. Et pour il faut, à quoi nous servent les caméras qui sont dans tous les carrefours? Il faut d'abord même l'éclairage là-bas. Non. Oui, Là, c'est Ils nous ont dit que ces caméras sont sur un flanc rouge. oui, même si c'est là, c'est Moi, j'ai une enquête qu'on a bouclée grâce à ces caméras. Vraiment, on ne peut pas faire le procès. Oui, les caméras. Voilà. Là où elles sont positionnées, il y a exactement, lorsque vous exploitez ces images, quand il y a, on retrouve. On sait tout. Sauf si on a déconnecté. Sauf si on a déconnecté. Au Cameroun, il y a la présidence. S'il te plaît, Rosalie, je Ou voudrais, encore pour Zogodo, on n'a jamais enterré le corps. non, il y a les images. Non, il y a Vraiment, les il y a les images. images. Rosalie, les je images. voudrais ajouter je voudrais Oui, dire quelque et chose. puis, Je voudrais dire une chose au révérend lorsqu'il parle de renseignement. Attention, moi j'ai un problème avec nos corps. Ça, je le dis ouvertement. On a perdu une chose qui était une valeur, l'enquête de moralité. Vos renseignements, ça ne nous sert à rien. C'est pour certains niveaux. Vous allez dire à la DRPJ, c'est là-bas qu'on fait le renseignement. Mais je dis, on a perdu ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Un policier qui a oublié que lorsqu'il est en route ou dans une patrouille, ce n'est pas pour prendre de l'argent, mais c'est pour protéger les citoyens. Lorsqu'il a oublié, ce n'est pas Martin Bargangele qui viendra le lui rappeler. C'est juste que Martin Bargangele aura fauté parce qu'on n'a pas eu à faire l'enquête de moralité qui existait avant. Que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, même à l'armée, c'est pareil. Il n'y a plus d'enquête de moralité. Enlever un faux diplôme ne veut pas dire que vous avez contrôlé ma moralité. C'est pour ça qu'on se retrouve donc avec des policiers, des gendarmes à la gâchette facile. Pour chuter maintenant, lorsque je l'ai dit, il faudrait également comprendre une chose. Ici, nous tous, à un moment donné, comme je l'ai dit souvent, sommes témoins et acceptons certaines choses. Richard, Le niveau de corruption de cette votre police, livre. messieurs, le niveau de cette corruption, vraiment, si vous n'en avez pas été victime, sachez qu'il y a un grand nombre de Camerounais qui se plaignent des abus de la part de ce policier. D'abord sur les axes routiers. Je vous prends un exemple tout bête et tout simple. C'est pas la Vous n'avez corruption, laissez-moi parler. c'est pas la corruption Merci. qui va endiguer le vol. Je vous ai laissé. Oui, laissez la Je dis que je pris l'exemple le vulgaire, le plus connu. Ces abus, donc nos compatriotes sont victimes sur les axes routiers. Vous n'avez pas de carte d'identité. Et c'est eux qui sont chargés d'établir ces cartes d'identité. Ils ne vous les délivrent pas. Vous faites 5 ans en train d'attendre une carte d'identité. Non, attendez. Vous faites 10 ans en train d'attendre une carte d'identité. Vous arrivez là, on dit, bon, ok. C'est périmé, vous savez qu'on ne peut pas respecter la loi à ce niveau, parce que s'il faut respecter la loi, vous devez dormir en cellule. Dans ce cas, 2000 francs. Mais pourquoi c'est la carte c'est comme ça que ça se passe. J'ai juste pris un seul exemple. Oui. Sur les axes routiers, ces vols et les deux, le contrôle de véhicules. Monsieur, vous savez ce qu'on appelle les raquettes. C'est donc nos compatriotes sont victimes. Vous avez un véhicule surchargé, c'est penché comme ça là. Ça arrive... Bon, ils savent comment parler avec les policiers et puis pop, ça devient redressé tout de suite. Donc quand vous rencontrez un policier, que vous avez un chauffeur, ils savent déjà ce qu'il faut. Allez un peu dans les villages, là où les gens ne comprennent pas grand chose dans vos affaires de loi et autres. Vous allez voir une route de 100 km, 4 à 5 contrôles de police. Et vous connaissez le montant que vous devez verser. Après, vous voulez que Madame Guélé fait un bon travail. Quel bon travail. Dernier élément. L'équipement. Je parle d'un équipement. De l'équipement. Oui, c'est vrai. On a des amis policiers, on a des camarades policiers qui se plaignent de ces équipements défectueux. Vous comprenez, quand vous avez un gilet pare-balles
qui a déjà plus de 5 ans, vous avez peur d'aller affronter un bandit. Parce que vous savez que ça ne peut pas vous protéger. Et c'est le cas de la police. Ils ont même les armes. Vous comprenez les armes, les armes de quel calibre? Vous allez faire face à quel bandit là en route? C'est pour ça que quand vous allez même que nous sommes vraiment, je vais vous dire, homme politique, laissez-moi terminer, je suis en train de terminer. Vous pouvez, pour je veux te dire, je te comprends parfaitement. On vous attend maintenant en 2025 pour nous apporter maintenant une bonne solution. Attendez, c'est la solution que nous vous attendons pour l'instant. J'ai dit donc ceci. Madame Rosalie a dit comment, bon, en français simple, éradiquer les bandits dans les taxis. Mais je l'ai expliqué, j'ai présenté ce qui pouvait être fait. Je dis qu'il faut réorganiser ces secteurs et qu'il faut renforcer l'effectif. Moi, je pense que je laissez-moi chuter, laissez-moi terminer. Je dis, le dernier élément, comme je dis pour un policier, quand vous avez un homme en tenue, que vous descendez sur le terrain, il y a des éléments qui vous mettent en confiance. Votre équipement, ce gilet pare-balles que vous avez, c'est décevant. Il y a beaucoup de policiers qui parfois disent, on est obligé d'aller prendre les billes. Il y a des syndicats de policiers qui vont racheter les policiers qui existent. Non. Ben, je pense que arrêter de chanter le louange d'un monsieur qui n'a pas. Je respecte sa longévité à son poste. Je sais pas trop ce qu'il a fait à bien pour être là aussi longtemps, mais je crois que sur le terrain, en écoutant ces éléments, parce que nous en avons beaucoup qui sont nos amis, ça n'est pas vraiment ce que vous dites. Et le Seigneur, pourquoi ces éléments viennent en parler en Sudine? Pourquoi quand tu n'as pas un matériel adéquat pour aller protéger les frères de mission ne sont pas payés. Je vous dis la vérité, c'est la réalité. Bon, je crois que prochainement, vous avez des idées, vous pouvez personnellement, vous pouvez avoir ces sentiments sur lui, mais de manière pratique, c'est qu'il se passe. Écoutez les agents qui sont sous son autorité, les personnes qui travaillent avec lui, ce n'est pas la même chose. Richard Tobolbaï, je crois que je mettrai très prochainement le débat de la police sur le plateau. C'est vrai que j'ai été également approché par plusieurs policiers qui ont certaines doléances, mais maintenant malheureusement ils ne peuvent pas venir sur les plateaux de télé pour parler. Il y a quelques points qui mériteraient quand même qu'on s'y attarde un tout petit peu. On aura sûrement l'occasion, permettez-moi de faire parler encore quelques téléspectateurs. Pourquoi on a au moins une trentaine de minutes pour jouir de la question de la CNI ce soir. Bonsoir Rosalie, je suis d'accord qu'on fasse un recensement chaque après 10 ans. N'oublions pas aussi que le monde est ouvert. Les Nations Unies ont le chiffre exact de la population du Cameroun à travers le fonds. Respirer, c'est le message du téléspectateur. Il n'est même pas encore fini, j'ai sauté faux. Je n'ai pas dit faux, j'ai dit qu'ils font comment. À travers le Fonds des Nations Unies pour la population. Et ils estiment la population du Cameroun à 27 900 000 habitants. S'agissant des agressions dans les taxis et même dans les quartiers, il faut multiplier les contrôles dans les villes, surtout la nuit, multiplier les rafles. Seulement, je crains que certains viennent dire ici qu'il y a trop de contrôles. En son temps, M. Mebingo, alors DGSN, avait créé des postes de police dans les grands carrefours avec un véhicule tout-terrain et des motos afin d'intervenir rapidement en cas d'appel de détresse. Je crois qu'il faut revenir sur cette idée pour une police de proximité. C'est Raphaël Ndougou qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir à tout le panel. Ce sont des individus qui viennent salir le métier. Beaucoup sont des anciens prisonniers. Moi, je suis taximan. J'ai eu à dénoncer 2 semaines après, les mêmes bandits étaient dehors. Moi, on a volé ma voiture. Juste après 4 jours que je l'ai sortie, c'est monsieur Christian qui nous écrit. On va partir du côté de la Guinée équatoriale. Bonsoir Rosalie, à ton riche panel. Bien de choses. Au PDG d'Info TV, grâce à sa chaîne, nous pouvons pleurer les pleurs du Mbolé, même comme nos soi-disant dirigeants sont sans cœur face à la souffrance des gouvernés. Si ces agresseurs pouvaient plutôt agresser ces gens-là qui nous empêchent d'avoir un matricule au point où la jeunesse est obligée de se livrer à des pratiques comme la drogue, l'agression, la vente du piment. Oh mon pays, nous sommes obligés de nous réfugier dans les pays étrangers. Seul Dieu pourra nous faire sortir de cette souffrance. C'est Marie depuis la Guinée et équatoriale qui nous écrit ce soir. Bonsoir le panel et à tous les téléspectateurs du Grand Soir. Rosalie, vous tous, vous n'avez pas compris que le Cameroun est dans le ça sort comme ça sort.
Si on a cambriolé et tout dit en pleine présidence, comment penser être en sécurité à Etambafia? Vive le Cameroun. C'est Achille depuis Fumbot. Bonsoir la Rosa. Les agressions de tous les jours ne sont pas seulement dans les taxis. La zone SNI n'est pas connue du Moulinex où les sacs où les téléphones sont arrachés tous les jours. Jean-Paul depuis Yaoundé. Bonsoir le panel, très bonne émission. Faudra que M. Ambara apprenne à discuter. Hein. Il est trop dans ses analyses. Ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on doit agresser. Il mérite vraiment d'être auditionné au 7, ce gars. Entends-nous depuis Yassa qui nous écrit ce soir. Bonsoir Rosalie. Si la présidence de la République peut être cambriolée, combien de fois pour nous dans les sous-quartiers? Eugène Kwame depuis Bafoussam. Ouais. Si nos forces du désordre pouvaient sensibiliser et poser une répression de jour et surtout dans la nuit à faire des contrôles incessants dans différents endroits de la cité, cela ferait une dissuasion et amenuiserait les pensées lugubres des chauffards et leurs complices. À ma descente au Fundi Market, j'ai vu il y a moins d'une année une patrouille de la police investiguer le long de la voie ferrée à sortir une horde de voyous. Malheureusement, 2 jours après, ces mêmes voyous sont revenus s'installer et refaire leur sale besogne, ingurgitant à profusion ces herbes d'un autre genre. C'est Masok Thomas. On va à présent du côté du Gabon. Bonsoir princesse Rosalie à ton panel. Vous pouvez pas parler du MRC de temps puisqu'ils n'ont pas de représentants sur le plateau. Eric Simao depuis Libreville, Midoubé 1. Bon débat à vous. Quelqu'un, donc on est venu seulement te dire maintenant que quelqu'un fait allusion au début de l'émission pour que tu cours réagir. Bonsoir Rosalie ainsi qu'à votre riche panel. Si nous partons de la maxime qui veut que l'homme est au centre des politiques publiques, alors il est évident que le recensement de la population est une nécessité et une obligation pour la gestion d'un pays. Les politiques publiques implémentées dans notre environnement manquent de clairvoyance et d'objectivité par manque de recensement objectif, dont la navigation à vue s'est prise depuis Bafang. Je pique au pif. Hein. On repart au Burkina Faso. Madame, comment endiguer les agressions dans les taxis dans les grandes villes? Interrogez-vous. Où sont partis les projets de construction de métro pour Yaoundé et Douala? Si les moyens de déplacement urbain sont bien développés et mieux structurés, cela pourrait être un début de solution. C'est Paul depuis Ouagadougou qui nous écrit. On va aussi faire plaisir un peu au message. Bravo, vraiment bravo pour l'homme de Dieu, c'est Vanessa depuis Messassi. Bonsoir, il faut juste réguler les contrôles dans les quartiers et les rafles, surtout la nuit, c'est un colo qui nous le dit. Bonsoir à vous au plateau, Mbagangele Ayolo Woyolo, le père de Woyolo, le père de la police. Ah d'accord, ce sont les chansons, ce sont ces mêmes policiers qui chantent. Bonsoir, grand soir, jolie tenue comme d'habitude. Il y a un problème plus dangereux que les agressions dans les taxis, c'est le vol à l'arraché. Les quartiers les plus dangereux sont connus, mais rien n'est fait, dont le problème est juste négligé par les politiques qui sont à l'abri de l'agression. Yves Noël depuis Mélène. Je suis policier, ne vous basez pas seulement sur nos comportements. Lorsque, après avoir fait 24 heures de service, qu'on vous parle encore de doublage, et même quand vous faites des patrouilles pour sécuriser les gens, et les mêmes vous narguent comme quoi on ne peut pas rentrer chez soi tranquillement avec des policiers partout, on dirait qu'on est en guerre. Vous voulez qu'on fasse comment? Voilà. La question est donc posée par un homme en tenue qui veille sur vous et qui trouve que vous vous plaignez parfois même de leur boulot. Et puis, bonsoir Rosalie, à quoi servaient les caméras étalées partout? Ambara vous a donné la réponse. Bonsoir Rosalie, excuse-moi si je te pose cette question. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans ce pays actuellement? Pour ma part, le bateau Cameroun n'a plus de capitaine. Patrick Juvet depuis Lolodof. Même à Lolodof, vous me regardez. Bonsoir, trop, c'est trop. L'État doit réduire ce phénomène d'agression dans les taxis car nous avons déjà trop laissé cela ici. Anti-choc à Kribi. Merci. Bonsoir madame et à votre panel tous les soirs. Ceux qui gouvernent, ceux qui nous dirigent en ont marre. On en a marre. Faites-nous des débats encore plus instructifs. Donc on va continuer à faire, mon frère. On est même bien fatigué. Bonsoir Rosalie, dit à Ambara de laisser les chauffeurs grumiers tranquilles. Des shows depuis Batouri. Ah voilà, il s'est reconnu. C'est d'augmenter la population à l'Est. Il s'est reconnu.
faut laisser les chauffeurs grumiers tranquilles. Laisse mes chauffeurs tranquilles ce soir. Allez, on va poursuivre cette émission avec justement la question de CNI. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, était donc devant les députés pour défendre les finances du pays. Et bien sûr, cette question des 10 000 francs de la carte nationale d'identité lui a été posée. Avant de rentrer dans le débat, je vous propose d'écouter la réaction du ministre Louis-Paul Motazé et puis on revient pour les débats. Ce que nous avons annoncé, c'est ce qui va se passer. Contrairement à ce qu'on croit, 10 000, ça peut paraître extrêmement élevé, mais comprenez que au-delà de la carte nationale d'identité, il y a les autres items qui étaient pris en charge et qui étaient payés. Tout cela va se faire désormais dans une espèce de guichet unique qui fait qu'au lieu de payer telle pièce, telle pièce, telle pièce, on paiera une seule fois. C'est la première chose. Un autre avantage, c'est que la raréfaction ou alors la difficulté d'avoir accès à la carte nationale d'identité, nous le savons, amenait les gens à faire des dépenses qui étaient des dépenses indues. Si maintenant vous pouvez obtenir votre carte d'identité en 48 heures, alors ces dépenses indues vont disparaître. Et là, nous entrons dans un partenariat public-privé où c'est le prestataire qui supporte tous les coûts et qui est rémunéré. Voilà donc la situation. Germain Ekat Dibobi, le ministre des Finances, dit que c'est 10 000 tout compris. Et la DGSN, quand elle nous annonçait cette question de carte d'identité, nous disait 10 000, c'est le frais de timbre de la carte. Ça veut dire qu'on devait faire tous les autres documents. Et le ministre aujourd'hui nous dit, sauf si j'ai mal entendu, hein, peut-être vous avez entendu. C'est ce qu'il a dit, mais c'est beaucoup plus la suite qui devait être intéressante, parce que le partenariat public-privé qu'il évoque, il fallait qu'il nous explique comment il va se passer. Le privé qui a gagné le marché, il va venir avec son personnel dans le mine ou bien c'est nous-mêmes policiers que nous payons avec notre argent du contribuable qui vont faire le travail et puis lui va prendre sa quotité. Parce qu'il fallait qu'il nous explique ce partenariat-là. On ne peut pas porter aussi les renseignements d'un pays et on va donner à un autre pays. Parce que là où nous sommes là aujourd'hui, l'identité, nos titres identitaires seront gérés par un prestataire allemand. C'est lui qui va définir quel est le nombre de Camerounais qui est au Cameroun, capable d'obtenir une CNI. Ça, c'est le deuxième cas que je voulais évoquer. Là, le troisième, c'est que la question de la CNI elle-même préoccupe. On va commencer par le prix, avant d'aller arriver jusqu'au bout. Parce qu'on a arrivé au prix. La faisabilité du 10 000. Parce que d'abord, ce qui intéresse les Camerounais avant de voir si... Non, ça veut dire que si le ministre a dit vrai, comment s'il a dit vrai? On va savoir un peu. Pour deux choses. Entre au moment d'appliquer ce qu'il dit, il n'est pas dans les commissariats et les postes d'identification. S'il dit vrai que c'est en payant les 10 000 francs, on a tout. Ça veut dire que désormais, le certificat de nationalité qu'on payait 3 500, la copie acte de naissance, l'acte de naissance, la copie, ça veut dire plus, le terme c'était 1500, maintenant peut-être on a passé le terme à 5000, on suppose. On est dans les 10 000. Sauf que dans l'applicabilité, si ce qu'il dit est vrai, vous savez que dans ce pays-ci, on nous a dit que l'APE est gratuite. Au moment où nous allons payer les inscriptions, vous trouvez qu'on vous dit que si vous ne payez pas l'APE, vous ne payez plus rien d'autre. Oh, c'est le président de la République qui a dit que l'école était gratuite, primaire. Mais au niveau d'appliquer, vous trouvez donc un directeur ou un petit maître, un petit citoyen qu'on a rendu enseignant, qui lui vous dit que si vous ne payez même pas la paie là, vous ne pouvez même pas payer le reste. Donc entre ce qu'il dit là et l'applicabilité, si c'est vrai ce qu'il dit, nous avons donc fait ce détail-là. Mais moi je dis, le problème de l'identification lui-même se pose. Il se pose à plusieurs volets. Le premier volet, c'est celui de l'identification à lui-même. Pour le faire, il faut que les gens aient des actes de naissance. Nous savons qu'aujourd'hui, des milliers de Camerounais se baladent avec des récépissés. Parce que soit, n'ayant pas d'acte de naissance, ils ont voulu avoir une identification pour circuler ou bien pour évoluer. Il faut aller résoudre le problème. Tout à l'heure, on a parlé du Bucrest. Il faut qu'ils aillent résoudre le problème des actes de naissance. Qu'on aura les audiences. Le BINEC. Qu'on aura les audiences foraines. Des populations attendent. Je vous dis, pour nous, les hommes politiques qui allons faire des campagnes en brousse,
Il y a des gens qui n'ont pas d'acte de naissance, donc n'ont même pas de carte d'identité. Vous leur demandez comment circuler. Vous trouvez un papa qui vous dit qu'il a 50 ans. Il ne sait pas ce qu'un policier va faire de lui en route. Lui, il circule. Vous n'avez pas, il te dit, je fais quoi avec le compte? Je vends le manioc, j'ai mon 5 000. Tu n'as pas 5 000, tu ne prends pas mon manioc. Je ne fais pas quoi avec la banque. Donc, il y a ce problème d'abord pour arriver à l'identification. Le deuxième problème que pose l'identification, c'est pourquoi une identification se périme. Pourquoi? On va vous dire non, parce que vous avez changé de métier. Mais je vous donne un exemple en Chine. Lorsque vous naissez, l'autre numéro de déclaration de naissance, c'est à partir de lui qu'automatiquement le système à 15 ans vous produit la carte d'identité. Vous ne demandez la mise à jour de carte d'identité vous-même en ligne que parce que vous avez changé de profession. Mais tant que vous n'avez pas fait une demande, votre identification, elle ne périme pas. Pourquoi il faut qu'une identification périme tous les 10 ans? Troisième problème de double identification. Parce que ce qu'on dit, ce n'est même pas en payant 10 000 qu'on est sûr qu'on aura la carte d'identité. Je vous donne un exemple simple. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je me suis frotté à la DGSN concernant, il y a 10 ans, je suis allé faire la carte d'identité. Le secrétaire de police qui était en train de saisir a saisi le nom de mon feu père et 4 Philippe. Il n'a pas ajouté Pierre. Je suis allé il y a 1 an refaire ma carte d'identité qui s'est périmée. Celui qui est venu saisir a saisi le nom de mon père et 4 Philippe Pierre. Je reste, je fais la carte d'identité, je fais 4-5 mois, je veux me déplacer. Je ne peux pas me déplacer parce que j'ai une carte périmée. Je vais donc au service d'identification pour leur demander pourquoi je n'ai pas ma carte. Je vais donc au service qui est à l'échanger simplifié. Et un monsieur prend ma photocopie et il vient me dire que je suis en double identification. Je lui demande comment ça? Il me dit non, rentrez dans votre commissariat là-bas, demandez qu'on corrige votre âge. Je lui demande, vous parlez de quel âge? Je suis né le 28 mars 1975. Rien n'a bougé. Je n'ai même jamais eu l'intention d'aller modifier quelque chose pour faire quoi que ce soit. Vous parlez de quoi? Il me répond donc de manière assez brutale. On a des échanges de mots. Et ça passe donc presque à une agression. Le lendemain, j'ai saisi le délégué général de la Sécurité nationale. Quand j'ai saisi le délégué général de la Sécurité nationale, on me renvoie au même service. Je vais au même service. On me dit, venez avec vos diplômes, venez avec tous vos documents. Je viens avec tout ça. On me renvoie, on me dit, venez avec la CNI d'un de vos frères ou bien de vos frères de famille. Je reviens avec tout ça, je dépose. La commissaire qui est là-bas en charge d'identification demande donc au monsieur qui menait l'enquête que le problème du monsieur, si c'est quoi? Il lui dit que non. Voici sa carte il y a 10 ans. Le nom de son père, c'est Ekat Philippe. Voici sa carte il y a quelques mois qu'il a fait. Le nom de son père, c'est Ekat Philippe Pierre. Elle lui demande que le monsieur, si son problème, c'est quoi dedans? Effectivement, moi, mon problème, c'est quoi? Pour quelqu'un qui s'en va saisir, ne saisit pas entièrement le nom de mon père. Et je suis bloqué, je ne peux pas mener mes activités pendant plus de 6 mois parce que je n'ai pas de CNI. Parce qu'un monsieur s'est amusé à la police à ne pas écrire tout le nom de mon papa. Vous voyez donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et on a donc corrigé, on m'a dit que le mois qui suivait, sauf que là, je suis à 4 mois, je n'ai toujours pas de CNI. Je n'ai pas de CNI. Donc, ce n'est pas sûr qu'en payant les 10 000, les Camerounais auront la CNI. D'accord. Pour avoir la CNI, il y a un point de départ. Est-ce qu'on a résolu le point de départ? Richard Tobolbaya, on a quand même eu des questions qui tournent autour. On ne va pas remettre en doute la sortie de Louis-Paul Motazé. On ne peut pas non plus remettre en doute la sortie de Mbargane. Alors qui on va croire désormais? On aura la pièce d'identité à 10 000 francs ou on aura la pièce d'identité à plus de 10 000, à plus de 15 000? Parce que s'il faut se limiter à ce que le ministre vient de dire dans son extrait, c'est que tu pars, tu donnes ton acte de naissance et 10 000, tu attends ta carte. Les photos, c'est fini. On fait tout sur place. Et pourtant, dans la sortie du délégué, il était question que les 10 000, c'était que les frais de timbre et qu'on devait continuer à remplir, à faire signer nos documents officiels pour l'obtention de ces cartes d'identité. Alors, à quel sens doit se vouer les Camerounais désormais? On se met dans l'esprit des 10 000 ou on se dit que c'est pas réalisable et on reste sur le principe de plus de 15 000? Parce que c'est là où tout le blogueur règne aujourd'hui. On ne sait plus qui on va écouter. Premier problème, comme d'aucuns l'ont évoqué tout à l'heure, il y a tout simplement une cacophonie au sein de ce gouvernement et ça se voit. Chacun veut se montrer comme le ministre le plus essentiel, le plus important, la voix la plus autorisée à dire ceci. Donc il y a ces conflits d'ego là qui foutent tout ce bordel qu'on voit là. Mais on a déjà tellement vu des documents signés qui ont été revoqués. On dit bon, c'était pas un bon document, c'était bon, enfin.
On espère que d'ici à là, peut-être qu'une très haute institution pourrait mettre de l'ordre dans tout ça. Je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas de ces systèmes. Donc, on ne sait pas. Mais cette augmentation en soi, pour moi, n'est rien de nouveau. 15% d'augmentation pour les essences, 12,5% pour les produits alimentaires, 12,8% pour les restaurants et les hôtels, 6,4% pour les transports, 10,6% pour les articles d'habillement, etc., etc. Tout s'explose. Pour dire quoi? Nous avons affaire à un gouvernement qui, à chaque fois, pense là où il peut appuyer pour, je sais pas moi, créer une autre niche de braquage de fonds. Et je crois que là, ils ont créé le plus gros jackpot qui peut jamais exister. C'est plus de 200% d'augmentation de ce prix. Si vous avez, c'est plus de 200% d'augmentation. Est-ce que cette augmentation était nécessaire? C'est pour atteindre quel objectif? C'est quand même la question qu'on doit se poser. Mais est-ce qu'on nous a expliqué ce qui ne marchait pas dans l'ancien système, qui fait en sorte qu'on se sent aujourd'hui obligé de mettre sur pied notre mécanisme? Vous voyez, ce n'est pas explicable, ce n'est pas compréhensible. Donc, moi je pense que, comme on l'a toujours dit, on est dans un pays où on a un peuple qui est au service d'un gouvernement, d'une oligarchie, et non un gouvernement qui est au service du peuple. Parce que à chaque fois, il faut cotiser beaucoup plus de timbres pour les donner, pour qu'ils aillent encore acheter plus d'hôtels, plus de je ne sais quoi. Donc moi je dis, on a besoin de changement, on a besoin d'ordre. Et le véritable problème, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, peut-être que M. Biya, vraiment le soupçon, les peurs qu'on évoque, qu'il n'est plus peut-être plus apte d'assumer effectivement son rôle de patron de l'exécutif est peut-être une réalité. Sinon, pourquoi une telle cacophonie? Pourquoi une telle désordre? Soit c'est 15 000, soit c'est 10 000. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait vraiment pas. On ne sait à quelle fin se vouer. Donc moi je dis, d'abord, cette augmentation, elle est inutile. Elle est cynique. Est-ce qu'on a affaire à un gouvernement qui pense quand même, un temps soit peu, au bien-être de nos populations, qui se dit comment est-ce qu'on peut faire pour alléger la vie à nos populations? Donc déjà, la philosophie, la grammaire de cette augmentation, pour moi, elle est dangereuse. Elle ne correspond pas à ce qu'on attend. Ce qu'on attend, ce n'est pas cette augmentation, même si on a déjà tellement eu assez d'augmentation. Donc, vraiment, je ne peux pas répondre de ce que je ne connais pas, de ce que je ne comprends pas. Et la solution pour moi, elle est très simple. On a besoin d'un changement. Si vraiment ce n'était que comme ça qu'on pouvait fonctionner, on verra. Mais le malheur qu'on a eu, c'est qu'on n'a jamais eu une autre... on n'a jamais eu à goûter un autre gouvernement, on n'a jamais eu goûté, on ne sait pas. Ça a toujours été ça, Donc, ils se croient tout permis, ils font ce qu'ils veulent, ils augmentent les prix, ce qu'ils veulent, etc. Mais la dernière chose que je dois dire, c'est que même si les soupçons, parfois on demande de confirmer les choses, il s'est dit que cette augmentation-là, elle peut être adossée à des ristournes, à des quotas qui doivent revenir à certains acteurs qui font la promotion de ce projet. Peut-être qu'il y a 10% qui doit revenir à X, tel pourcent qui doit revenir à Z, tous ceux qui participent à ce secteur-là ont de pourcentage. Et il s'est dit que c'est la même entreprise qui a fait cette proposition, fait déjà le même travail dans un autre pays, mais à un prix peut-être 3-4 fois moins cher que ce qui est pratiqué ici chez nous. Et c'est là où beaucoup ont commencé à s'interroger, mais pourquoi la même carte d'identité est produite à tel prix ici, et ici chez nous c'est le quintuple du prix? Pourquoi? Donc c'est là où nos journalistes et vos collègues ont fait ce travail-là. Ils ont fait comprendre que c'est le gombo de beaucoup de personnes. Et puisque il n'y a personne pour mettre de l'ordre, pour taper de la main, c'est ce que ça donne. Donc vraiment, je suis désolé. C'est la raison de la caisse unique. Parce que quand vous avez le même tout à l'heure, pourquoi on arrive là? Quand on est en train de faire la caisse unique, c'est parce que ce qu'on avait constaté dans plusieurs commissariats, comment ça se payait au commissariat, des gens prenaient de l'argent, utilisaient et ne renvoyaient pas la documentation au service identitaire pour qu'on produise des cartes. Donc on allait relever que beaucoup de Camerounais qui se plaignaient d'avoir des récépissés sans carte, c'est que ceux qui étaient en charge de la collecte n'avaient pas envoyé, avaient mangé l'argent. Bon, ça veut dire qu'on pouvait tout simplement, tout ce qu'il fallait faire à l'ancien système, c'est arranger, créer une caisse unique, c'était tout. Voilà. C'était resté à ce prix. Mais je pense qu'il était important quand même, comme il a soulevé un point tout à l'heure, de faire la mise à jour, n'est-ce pas, de l'identité. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres dans l'identité qui varient avec le temps. Par exemple, la taille.
Par exemple, je sais Oui, pas, ça, quand tu parles de faire Donc, on mesure toujours. oui, Pourquoi jusqu'à 49 ans, hein. Oui, on le fait, on le fait. Oui, mais... Non, ça Mais c'est ça celui fait qui évoluer. veut faire son travail. Parce qu'il y en a qui ça n'intéresse plus. Quand tu veux reconduire, ils prennent. Mais Je vous dis, on peut non, instaurer, c'est vous qui faites demander la mise à jour. Elle ne doit pas périmer. Sauf si vous changez de profession, vous faites une mise à jour en ligne. Vous dites, j'ai changé de profession, je suis désormais tel, il faut que mon déclaration change. Comment? Ah, il y a des C'est gens qui 49, grandissent, c'est ça la loi. 49 ans. Apparemment, moi, j'ai ma mère me l'a dit il y a une semaine. Rosalie, Elle t'a embrassé avec Elle m'a vu. Oui, révérend. Rosalie, Oui. il y a un très grand professeur de l'université. J'étais en train de voir son émission dans une chaîne privée. Il s'est mis à pleurer. Je cite ces mots. Mon maître politique est pris en otage. Il s'est mis à pleurer. Pleurer. Sauf que son maître politique avait le choix de faire l'émancipation de sa gouvernance à Bamen. Ce grand homme s'est mis à pleurer comme un enfant. Mes enfants m'ont posé la question, papa, pourquoi ce monsieur pleure? Il pleure à la télé, pourquoi? Je lui ai dit, il pleure parce qu'il ne sait pas pourquoi il pleure. Pourquoi? Cette question-ci, Nathalie. Rosalie. Rose- Est-ce que mon nom se rapproche de Nathalie? Pourquoi tout le monde Rose- finit par m'appeler Ouais, Nathalie? Rosalie. Parce que vraiment, Plus vulgaire que Rosalie. Ouais, oui, c'est vrai, c'est Donc, vulgaire. oui. Donc, il y a quand même... C'est juste pour cette raison-là. rapprochement Ouais, de ouais, raisonnement, peut-être, là, qui absolument, fait que c'est facilement... Pourquoi vous ne confondez pas avec Valérie? Et quoi? Michel. Rosalie est proche de Nathalie, non? Comment? Avec quelle syllabe? Nathalie, oui. Enfin, Valérie? Rosalie, C'est suspect. je Laissez vos c'est peux déjà poser Laissez vos copines se une reposer question. Ouais. quand vous êtes ici. La plupart des Camerounais ont des récépissés et qu'ils ont déboursé de l'argent. De l'argent. Maintenant, quand le ministre des Finances sort, comme il vient de sortir, là, en disant qu'on donne 10 000, maintenant, ceux qui ont payé leurs frais, qu'ils ont récépissé, ils doivent encore donner les 10 000 ou bien ils ne le savent pas? Ah, nous tous on attend pour voir. Vous allez redoubler. Révérend pasteur, tu veux que je te dise quoi? Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. C'est que lui, Paul Motazo ne m'a pas dit si les gens qui ont payé avant ne paieront que la plus. loi n'est pas C'est que rétroactive. je active. Ce Voilà. que je vous dis, je lui regarde dans les yeux. Non, les autres vont payer. Monsieur le ministre C'est des tous s'ils n'ont Finances, même pas leur Monsieur le ministre des Finances, vous avez trop fréquenté. Expliquez-nous. Vous avez eu beaucoup d'argent. avec l'argent du Cameroun. Vous êtes né dans une famille où on vous est bien nourri. S'il vous plaît, cessez de nous mentir. Ne nous mentez plus, monsieur le ministre des Finances. Ce que vous dites là, c'est faux. Vous, si on commence à citer ce que vous défendez, c'est les 5 000 qui vont entrer dans les finances. Vous ne défendez pas la carte d'identité. Et même ces 5 000 là, c'est tellement beaucoup. S'il vous plaît. Il y a eu 2 sorties, monsieur le ministre. Le délégué Barangele est sorti. Il a parlé. Toi, il vient parler. Je reviens à ce que cet homme parlait. Est-ce que c'est réellement son maître politique est pris en otage? Fin de citation, Rosalie. Ambara, 10 000, 15, plus de 15 000, on doit s'attendre à quoi? Parce que nous, on a besoin de commencer à cotiser avant la période dite pour savoir à quoi on sera bouffé. On suit quel côté où on appelle quand même et puis ça sort, comme quelqu'un a dit qu'on est dans le pays du ça sort comme ça sort. Rosalie, c'est le journaliste qui va parler, Parle. loin des autres. Première chose, 10 000. Excusez-moi, les gens ont dépensé plus de 10 000. Si on s'arrête à 10 000. La carte d'identité en elle-même, dans nos commissariats, revenait à 10 000. Il y a plus. Il y a plus de 10 000. Avec le choco. Parce que, non, laissez le choco. Prenez allez dans l'étape normale. Le certificat de nationalité, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Qu'est-ce qui est inscrit? C'est mon acte de naissance qu'on reproduit. Il est différent du bulletin numéro 3, qui est l'extrait de casier judiciaire. Il faut le rappeler. Un certificat de nationalité, c'est parce qu'un juge va signer que je suis camerounais. Alors qu'on voit bien mon acte de naissance que je suis né à Comdeux. Ça ne sert à rien. Le ministre a dit quelque chose. Les difficultés, ça va nous permettre de soulager les difficultés et à faire des dépenses indues
Annuler les dépenses. Annuler les dépenses indues. Oui. Je pose la question parce que vous savez, l'intellectuel sait jouer avec les mots. Les dépenses indues, c'était de quel côté? Le côté de la DGSN ou de mon côté? Non, de ton côté. Non, vous pouvez dire de mon côté. Mais moi aussi vous dire que la DGSN supportait, comme on dit aux gens aujourd'hui, que l'État supporte la subvention du carburant. Il faut être clair là-dessus. Non, quand il parle du citoyen. Il dit bien, ça va nous permettre cela. Guichet unique. Moi, je ne vous mens pas. Je suis d'accord si vraiment, avec 10 000, on me demande juste d'amener ma carte professionnelle et mon acte de naissance, je pose ça sur la tête. Vraiment, à Yaoundé, nous, on sera bien. On me signe un papier là, je reviens 48, on me donne. Si on ne donne pas, ça devient un autre problème. Mais est-ce que le Cameroun se limite à Yaoundé? Est-ce que le Cameroun se limite à Douala? Celui qui est à Kika aura-t-il sa CNI en 48 heures? Point d'interrogation. Le guichet sera-t-il unique? Point d'interrogation. Il faudrait que monsieur le ministre pense à ça. On disait tout à l'heure qui quoi? Non, moi je ne peux pas. Martin Barangere n'a pas défendu ce projet de loi devant les députés. Il n'a jamais été questionné là-dessus. Ça veut dire que la voix la plus autorisée, c'est le ministre des Finances. C'est lui. Ça veut dire que ce qu'il a dit, malheureusement, bon, comme on a aussi les députés bénis, oui, on se dit quand même que ce qu'il a dit devant les députés, c'est ce qui doit être. Parce que si moi, en barrage, je me présente dans un commissariat, je vais seulement prendre mon acte de naissance, ma carte professionnelle ou ma carte de presse, je cours avec et mon billet de 10 000. 10 000. Si un agent identifiant tente d'ajouter 25, dans tous les cas, Tu vas dire que c'est ce que lui, Paul Moutazi. Non, je ne vais pas lui dire ça. Parce qu'il a lui-même, ils savent que c'est ce qui doit être. Le gombo d'en-haut, je ne sais même déjà pas. Qui a dit? Le certificat de... On a dit, Marangele nous a dit que le droit de timbre c'est 10 000. Depuis que je prends ma carte, il n'a jamais vu le timbre sur ça. Le droit de timbre c'est quoi alors? Non, c'est que... Non, permettez. Sur ma carte d'identité, on m'a dit droit de timbre. Ouais. Vous me vendez le papier. Je crois que c'était 2800, hein? Vous me vendez le papier. Non, je veux même ça, je ne comprends Parce que pas. la photo était 1000 francs. Était 1000 francs. Je voudrais savoir, le droit de timbre, c'est quoi? Était 1000. Moi, je n'ai jamais vu La photo reste 1000 francs. Non, je n'ai jamais vu. Parce que quand moi, on me dit timbre, je sais que le certificat de nationalité, comme on bouffe 3500, doit être gratuit. Parce que c'est un papier, c'est le contribuable qui paye l'encre au palais de justice. Les gens qui partent à l'ENAM où vous les formez là, ils sont payés par moi avec mon argent. Étant encore à l'école, avec mon argent. Quand ils sortent, le stylo qu'ils utilisent, ils ne le payent pas. Il y a un budget de fonctionnement qui paye ces stylos et ces papiers, cette encre et cette imprimante. Donc pour que quelqu'un qui a mangé mon argent pendant qu'il était en formation me signe un document, il dépense 3500. Alors que le timbre c'est 1500. Que je n'ai même jamais compris pourquoi c'est parti à 1500. On a ajouté quoi? L'encreur. L'encre aussi a augmenté, je ne sais pas. Donc c'est pour dire ceci. Qu'on nous limite à nos 10 000 euros. Et qu'on se rassure que ceux qui sont au bas fond. On ne peut pas limiter à 10 000. J'ai dit que c'est impossible. Moi je parle, je dis bien, je me base sur les faits. Garantissent même que tu as. Je me base sur les faits. Vous avez le problème de la double. On a déjà vu dans ce pays, on vous dit que demain, Pour sortir. vous allez courir tout droit. Mais dès que vous allez courir, on dit allez jusqu'à Colombie, on ne prend pas le tournant. Dès que vous arrivez à Colombie, on dit hey, attention, on dit qu'il y a le péage devant. Tournez. On a vu les gens refuser le péage. Nos péages automatiques, on nous a pris l'argent, non? Parce que les gens veulent entretenir les péages manuels avec la... Ça sera un autre débat. C'est pour dire, si on nous amène ça sur la CNI, comment on fait avec les péages automatiques? Non. Cette fois-là, ce sera la goutte d'eau qui va Ah, vous parlez, quelqu'un a dit ici que vous parlez. Les gouttes d'eau, il y a je ne serai jamais à 10 000. Non. Bonsoir les parents et à tous les téléspectateurs du grand soir. Bonsoir Rosalie chérie, escroquerie d'État. On a payé 2800 pour un produit qu'on ne reçoit pas. Et maintenant on va encore payer tout au moins 10 000 pour le même produit. Le passeport sort déjà quand même. Achille Fumbot. Tata Rosalie, qui en a-t-il des Camerounais qui ont double nationalité? Merci Eneo.
de nous permettre de sortir en cascade de cette émission. Le temps, bien sûr, de relancer, vous l'avez compris, hein, c'est une coupure intempestive, une fois de plus, d'électricité dans le studio. Mais heureusement, la chaîne se bat comme elle peut pour que vous soyez toujours servis. Donc, on aura le temps que de vous dire merci, parce que si je partais sans venir vous dire merci, il y en a qui m'ont appelé dernièrement jusqu'à tard dans la nuit pour comprendre pourquoi on était parti brusquement. Là, je reviens vous dire au revoir. Merci Laurent Patrick Ambara, merci à Richard Tobolbaï, merci au révérend Samuel Mvondo et bien sûr à Germain et Kat Dibobé qui étaient avec nous ce soir. Ismaël était encore derrière les caméras. Anissé Nomo a mixé cette émission. Merci à Jean-Martin Kenfak. Je vous laisse en compagnie d'Hermine Louga pour le journal en langue de Shakespeare. Respect, monsieur Doneva. À demain, 17h.